Ceci n'est pas un podcast ASMR. Bonjour à toutes et à tous, je suis David Frissino. Et moi, c'est Maxence Pirard. Ensemble, on est scénariste et créateur d'histoires. Et justement, après des années dans ce métier, on s'est rendu compte que l'écriture restait encore un grand mystère pour beaucoup de monde. Que vous soyez passionné de storytelling, scénariste en herbe, professionnel ou simplement curieux de savoir comment naissent les grandes histoires, il y a tellement à découvrir. L'écriture, c'est vraiment la base de tout projet, que ce soit pour le cinéma, les séries, les documentaires, les formats courts. Et pourtant, peu de gens connaissent les rouages qui se cachent derrière ces récits. C'est ce qu'on explore avec Séquence, notre podcast qui plonge au cœur de la création d'histoires. Tous les 15 jours, on reçoit des réalisateurs, des scénaristes, des producteurs, des diffuseurs pour décrypter avec eux leur parcours, leur méthodologie, leurs astuces et aussi toute la partie business étonnante de ce métier. Mais ce n'est pas juste pour les scénaristes, tout le monde peut y trouver de l'inspiration, que vous soyez auteur, créatif ou simplement fan d'histoires bien racontées. Et si vous aimez ce qu'on fait, une chose à faire, nous soutenir pour nous permettre de produire de nouvelles émissions plus régulièrement. Rendez-vous sur Patreon ou Tipeee via les liens en description. Le podcast est disponible en audio sur Spotify, Deezer, Apple Podcasts et en vidéo sur YouTube. Alors abonnez-vous, activez la cloche, mettez-nous 5 étoiles et relayez nos formats courts sur les réseaux sociaux. Merci pour votre soutien et à très bientôt pour un nouvel épisode de Séquence. À très vite. J'ai plus de 20 scénaristes sous contrat. Henri, c'est François. Écoute, je te rappelle au sujet de notre scénario. C'est ça qu'on appelle un flashback? Nous sommes au regret de devoir vous annoncer que votre manuscrit n'a pas été retenu par notre comité de lecture. On ne peut plus se payer le luxe d'investir dans des choses aussi superflues qu'un scénario. Toi, tu sais bien que je lis jamais les scénarios. Je vais lui faire une offre qu'il ne pourra pas refuser. Quand il s'agit de faire un film, les rêves ne suffisent pas. Je crée pour vivre. Et bonjour à tous, je suis ravi de vous retrouver toutes et tous pour ce nouvel épisode de Séquence. Je ne serais rien sans mon acolyte que je fais entrer tout de suite dans notre room d'écoute. Comment ça va, Maxence ? Ça va et toi? Bonjour à tous, bonjour David. Bon, faut dire qu'on a les traits un petit peu tirés parce qu'on a beaucoup bossé sur les dernières semaines qui arrivent. Donc on va essayer d'être clair, efficace et de pas trop avoir de bugs. D'ailleurs, ça s'entend dans ma voix. Je sais pas, toi, ça va ? Ça va, c'est un peu la même. La voix, elle est un petit peu fatiguée. Voilà, on va dire que les auditeurs vont nous pardonner et les auditrices aussi. Tout d'abord, avant de recevoir notre invité de l'émission, dans ce séquence numéro 3, on tenait à vous remercier parce qu'on a eu de très très bons retours sur les premiers épisodes, que ce soit au niveau des professionnels, au niveau de gens qui tournent autour du scénario ou qui sont juste des passionnés d'histoire. On a eu de super retours, donc on tenait à vous remercier chaleureusement. On se doutait avec Maxence, en tout cas nous, c'était un programme qu'on aurait eu envie d'écouter et qu'on aurait même envie d'écouter aujourd'hui d'ailleurs. Ne nous voilons pas la face. Donc voilà, donc un grand merci à tous. N'hésitez pas, comme on le dit dans la petite vidéo d'intro, à liker, mettre des étoiles, mettre des pouces. Enfin, on va pas vous faire le boulot d'influence sur les réseaux sociaux et de travailler sur les algorithmes. Vous êtes bien assez grands. Pour démarrer, nous allons accueillir notre invité du jour. Bonjour Milan. Bonjour. Merci d'avoir accepté notre invitation. Merci de votre invitation. Tu es celui qui va faire tu es celui qui va faire très très mal à la SACD dans les années qui viennent. On en parlera après. J'espère. Pour l'instant, ils m'ont pas donné beaucoup. Mais... Ah bah tiens, bon, on en parlera. Avant de laisser Maxence te présenter brièvement, je vais réintroduire le concept de l'émission. Nous aurons donc un temps d'échange ensemble qui va être découpé en 3 actes. Le premier acte, c'est pour savoir, écoute, d'où vient, qui tu es, comment l'écriture et l'inspiration sont entrées dans ton parcours. Deuxième acte, nous serons vraiment sur la méthodologie d'écriture, tes petits tips, tes astuces. Et le travail que tu as pu avoir notamment avec Artus. Et la troisième partie, ça sera la partie vraiment business, agent, contrat, les trucs qui ont l'air chiants mais qu'en fait qui sont ultra, d'ailleurs je vais même pas te parler français, qui sont chiants mais qui sont ultra intéressants et importants dans notre profession. Et Maxence, je te passe la main. Ouais, Milan, on est ravis de te rencontrer, de te recevoir sur Séquence justement. Aujourd'hui, ou plutôt récemment, tu étais le co-scénariste sur un petit truc en plus. C'est un film qui justement maintenant se place comme le 25e plus gros succès en France depuis 1945. Ça fait quoi d'être derrière un si gros succès ? Évidemment, c'est inimaginable. C'est-à-dire que même quand on imagine que ça peut marcher, franchement, c'est impossible d'imaginer ces chiffres-là. C'est-à-dire que là, on a fait genre 10 750 000. Hier, j'en parlais avec un pote qui est aussi dans le milieu et je disais en fait, si on avait fait juste 10 millions de moins,
Ça aurait déjà été fou. C'est-à-dire, si on avait fait 750 000 entrées, franchement, il y a plein de comédies qui dépassent pas les 500 000 entrées. Et franchement, 750 000 entrées, c'était déjà énorme, quoi. C'est une comédie, voilà, qui coûte pas très cher. C'est un premier film. Ça aurait été fou, quoi. Donc, bon, là, après, de toute façon, je crois qu'il y a, dans le milieu, on dit qu'après 4 millions, d'entrées, on ne sait plus combien ça peut faire, en fait. Parce que après, c'est le bouche à oreille, le film, il y a plus de statistiques possibles, il y a plus de. Donc, ouais, parce qu'il y a des leviers incroyables. Il y a le ratio entre Paris-Province qu'on pourra expliquer un peu. D'ailleurs, j'en profite, j'en parlais directement. C'est-à-dire que tu as un ratio entre les entrées qui sont à Paris et celles qui sont en province. Et un petit truc en plus, ça a vraiment tout défoncé sur la province. Ça a été un truc de malade, quoi. Ouais, mais par contre, c'était surtout au début où ça marchait pas à Paris, parce que par exemple, des salles qui sont plutôt, par exemple UGC, ils ont beaucoup de salles à Paris et ils n'avaient pas vu venir le phénomène et tout. Et c'est vrai que les premières semaines, le COEF Paris-Province était énorme. Et en fait, après, comme les cinémas l'ont pas mal pris à Paris et qu'en plus il est resté longtemps à l'affiche, finalement, il s'est un peu équilibré. Alors, ça reste toujours un film qui a beaucoup performé en province, mais n'empêche qu'il s'est pas mal équilibré. Sur la longueur, en fait. Parce que le phénomène prenant, la presse en parlait, et du coup, les cinémas parisiens l'ont programmé de manière plus longue. Par exemple, il est resté très longtemps au Halles, alors qu'il a été dans une plus grande salle au Halles après qu'au début. Ah, excellent. Ce qui arrive pas forcément souvent. Et est-ce que tu étais là, tu sais, il y a toujours une sorte de petite réunion le jour de la sortie pour avoir les premiers chiffres. Est-ce que tu y étais et quand vous avez reçu les premiers chiffres, est-ce que d'un coup les gens se sont dit attends, il se passe un truc de dingue là? Alors déjà, la veille, il y avait un truc... Après, moi, je suis pas dans la prod, mais comme ça m'intéresse, en fait, j'ai un peu tout suivi. Hein, donc... la veille, il y avait les trackings là, et tout ça, c'est-à-dire que tous les préventes et tout étaient ouf. Et surtout, ils ont fait Pan, le distributeur a fait une journée d'avant-première, je sais plus en avril ou ouais c'est ça, un peu un mois avant. Et ça avait super bien marché. Juste une soirée dans plein de cinémas, je crois que c'était dans les CGR. Et donc là déjà, ça avait cartonné. Donc en fait, avant la sortie, on sentait qu'il se passait quelque chose. Et ensuite, le 9h des Halles était pas ouf, hein, parce que c'est pas un film pour les Halles, donc pour les gens qui nous écoutent, je pense qu'ils voient ce que c'est. Pour le commun des mortels, ils voient pas forcément, mais effectivement, c'est un peu le cinéma référence, le 9h des Halles, les chiffres. C'est l'indicateur grosso modo pour les distributeurs sur ce qui va se passer sur la carrière en France, si on peut résumer un peu comme ça, quoi. C'est une première tendance. Exactement, sachant que pour des films qu'on dit populaires, comme Un petit truc en plus, on peut très bien arriver, là la preuve, on peut très bien arriver 2, 3e, 4e, 5e au 9h. Là, je sais plus combien on était, hein, on était quand même, je sais pas, on était peut-être 2, 3e ce jour-là, le 1er mai, mais ça augure pas forcément toute la carrière du film, justement, quand c'est un film qui est pas parisien sur le papier, quoi. Mais par contre, on a fait la soirée chiffre le soir le mercredi soir, et là les chiffres, je sais plus combien on a fait la première journée, enfin je veux pas dire de conneries, mais je sais plus les chiffres, mais je crois qu'on a fait 200 000, un truc comme ça. Ouais, c'est ce que j'allais dire, ouais, je crois que vous étiez un peu plus de 200 000 ouais, donc c'est énorme. Enfin là, du coup, ça fait longtemps que c'était pas arrivé, et en plus pour un film français, donc effectivement là on était sur le soir, on a vraiment senti que on savait pas du tout qu'on pouvais atteindre les 10 millions, mais on s'est dit le million il est faisable. C'était la fête, quoi. La soirée a piqué les yeux le lendemain, quoi. J'ai même pas bu d'alcool, moi, mais je crois pas. Mais c'était cool. On était chez le distributeur. Franchement, c'était un jour férié, donc il se trouve qu'on était chez lui, mais on était plein. Oui, on était tous contents, quoi. Artus, évidemment. Artus, il était ému. C'est son film, son bébé. Donc, Mais de toute façon, c'est vrai qu'on va en reparler un petit peu plus tard, et nous on est ravis aussi de te recevoir parce que tu es le premier scénariste qu'on reçoit dans Séquence, et on a déjà une playlist d'invités qui est déjà calée, qui est assez énorme. Mais c'est vrai que c'est agréable aussi de traverser avec toi comment un scénariste vit le succès justement d'un film, parce que là tu es sur un succès hors norme, c'est pas c'est pas du tout offensant, mais c'est vraiment hors norme par rapport à ce qu'on vit tous dans nos carrières respectives. Et je propose à Maxence qu'il attaque l'acte 1. Ouais, dans cet acte 1, on va simplement parler de tes débuts, tes inspirations, en fait, comment ça s'est passé pour toi. Donc si tu peux nous raconter un petit peu quelle est la genèse
de ton chemin vers l'écriture? Je me permets aussi de citer Clément Marchand, parce qu'on était 3 à écrire, et donc j'ai pas écrit avec Artus. Et tout à fait. Avec Artus, il y a aussi Clément Marchand. Moi, en fait, j'étais acteur, j'ai toujours voulu être acteur, donc j'ai commencé le théâtre à 6 ans, j'habitais à Caen, et d'ailleurs, mon premier cours de théâtre, je veux être acteur depuis que j'ai 6 ans, et j'ai commencé en CE2, donc un peu après, mais mon premier cours de théâtre, j'ai dit à ma prof, je veux faire du cinéma, et elle m'a dit, bah, c'est pas là qu'il faut aller, parce que c'est un cours de théâtre. Et je lui dis, ouais, mais en même temps, j'ai 7 ans et j'habite à Caen, donc je suis obligé de faire du théâtre si je vais faire du cinéma, quoi. Et, voilà. Et donc, j'ai toujours voulu être acteur, mais franchement, dès le collège, alors même que j'avais pas commencé ma carrière et tout, je savais que j'avais envie de réaliser. Enfin, je savais que j'avais envie de. Je me disais pas que c'était raconter des histoires, mais par contre, c'était vraiment réaliser des films. Et finalement, j'ai été pris en classe libre au cours Florent. Donc je suis arrivé à Paris, j'ai commencé à tourner dès ma première ou deuxième année de classe libre. J'avais fait le premier film de Thomas Lilti, le réalisateur d'Hippocrate. C'est son premier film, qui s'appelait Les Yeux bandés. J'avais un premier rôle dès ma deuxième année, j'ai eu un premier rôle pour un téléfilm sur France 2, et j'avais tout de suite trouvé un agent. Donc dès que j'ai eu 19 ans, donc j'ai commencé les castings. Et franchement 1 an après, peut-être 2 ans après, j'ai écrit une adaptation de Candide. Donc, voilà, une adaptation de Candide en monsieur de la culture. en film, en comédie musicale. D'accord, ah oui, donc tu t'es pas simplifié la tâche. Non, et puis surtout, le truc, ça se passe au temps de c'est quoi, Candide, c'est 1017e. Donc le truc, à énorme budget, sans producteur, je l'ai écrit en entier, je l'ai dialogué avec un ami à moi. Et parce qu'en fait, je voulais m'écrire des rôles, c'est-à-dire que même si je commençais à tourner et que j'avais, comme plein d'acteurs en fait, qu'on commençait à écrire, j'étais frustré parce que voilà, je fais des castings pour des. En fait, quand on est acteur, on accepte tout au départ, on fait des castings, mais c'est pas pour ça que le rôle qu'on a, même si on est content de l'avoir, il nous plaît, ou alors c'est un assez gros rôle et tout. Donc du coup, moi, je me suis vraiment comme encore une fois tous les acteurs que je connais qui sont mis à écrire, d'abord c'était parce que du coup je voulais interpréter Candide et réaliser le film. Donc à 20 ans, j'ai écrit ce film-là. Et finalement, pendant vraiment longtemps, trop longtemps, comme je continuais à tourner à côté, ça me permettait de... C'était pas grave, mais en fait, j'écrivais sans producteur des dialogués en entier. Donc, j'en ai... Mais je crois qu'on l'a tellement tous fait, ce truc-là. Ouais, c'est pareil, moi, j'ai des archives quand j'ouvre, j'ai au moins, j'ai 10-15 longs métrages que j'ai écrits. Moi, j'étais agent de sécurité de nuit, comme les auditeurs, on peut le découvrir dans l'épisode 2, puisqu'on a reçu un scénariste avec qui j'ai fait de la sécurité de nuit, donc c'était très drôle. Et quand tu as 10-15 scénarios écrits, tu te dis, mais on sent le temps que j'ai perdu, quoi. Ouais. Mais en même temps, moi, ça m'a... j'en parlerai plus tard après, parce que j'ai fait une formation, alors que j'écrivais déjà depuis 10 ans, mais d'abord, en fait, ça m'a quand même formé. C'est-à-dire que de mettre les mains dedans, même si j'avais pas toutes les... En plus, en tant qu'acteur, je trouve que les acteurs sont là où ils sont forts, c'est dans le dialogue, parce qu'on arrive à mais donc j'avais évidemment des lacunes de construction, j'avais des lacunes de rythme et tout, mais du coup les scènes existaient, c'était quand même, je pense, pas illisible, même s'il y avait énormément de défauts. Et par contre, dès mon deuxième scénario, là, j'ai trouvé une productrice. C'est-à-dire que j'ai trouvé une productrice. Il y avait Thierry Lhermitte qui m'avait donné son accord. Il y avait Pierre Ninet qui m'avait donné son accord. Il n'était pas connu à l'époque. Mais le film, on n'a pas trouvé de financement. On n'a rien trouvé. On n'a pas trouvé de distributeur. Et... Ouais. Et c'est vrai que c'est un truc qu'on demande de plus en plus aux scénaristes, c'est est-ce que vous avez une idée du casting? Et limite, il faut maintenant qu'on trouve le casting. Donc c'est vrai que toi, avec l'Hermite, t'as pas réussi du coup à monter effectivement ce budget-là, en tout cas la prod sur ce deuxième scénario. Non, il se trouve que en parallèle, j'ai eu un premier rôle au cinéma, un film avec Thierry Lhermitte, qui était une super rencontre. Avec la productrice, c'était une super rencontre. Et d'ailleurs, c'était ça l'équipe, c'était la productrice de ce film qui s'appelait Sans Rancune et Thierry Lhermitte. Mais Thierry Lhermitte, il avait un petit rôle dedans. J'avais 22 ans. Voilà, c'était pas, la productrice avait pas forcément beaucoup fait de comédie. C'était pas forcément. Bref, le film s'est pas monté. Et c'est après, en fait, finalement, là, je me suis dit, waouh, en fait, c'est que mon deuxième scénario. Et en fait, c'est après que je me suis remis à écrire des dialogués. Et là, j'en ai peut-être écrit beaucoup trop sans prod et tout ça. Et à un moment, je me suis dit, bon, j'en ai marre et il faut que je mette les mains dedans. Et du coup, je me suis mis à réaliser. Donc, j'ai fait un court-métrage. Après, plus tard, j'ai transformé un de mes longs-métrages en moyen-métrage. Et les deux, je les ai autoproduits.
Après, j'ai fait des vidéos sur YouTube, un peu pour moi, pareil, des trucs autoproduits, mais là, j'ai vraiment mis la main dedans dans la réal. Mais avec le recul, en fait, ça a duré 15 ans, quoi. Ça a duré 15 ans. J'étais même finaliste du prix Sopanin en 2014, le prix junior Sopanin parce que j'ai vu que vous avez reçu Claire Barré. Oui, tout à fait, on a reçu Claire Barré qui l'a gagné. Alors, attends, toi, tu étais en section junior. Ouais, oui, d'accord. Mais c'était la même année, parce que moi, la première fois où je l'ai rencontrée, c'était là. Et elle était dans l'autre catégorie. Moi, j'étais en junior. C'était en 2014. Drôle, hein. Et l'année où elle l'a gagné, c'est l'année. Et plus tard, elle s'est retrouvée ma prof au CEA. Mais on verra plus tard. Excellent. Destin croisé. Du coup, moi, la question que j'aurais un petit peu par rapport à ton parcours, c'est que t'as commencé acteur, puis t'as touché un peu à la réalisation, à l'écriture, au scénario. Est-ce que c'était une envie d'en faire plus à chaque fois, ou alors c'était vraiment pour avoir le contrôle de ce que tu voulais faire? C'est vraiment une envie de tout contrôler, en fait. Ouais. Par contre, après, je me suis dit, tiens, en fait, je suis pas obligé de jouer dedans. Bon, ça, c'est venu plus tard. Mais d'abord, on s'écrit un rôle, et puis on se dit, bah, en fait, l'histoire, on l'a écrite. Donc, du coup, on est la meilleure personne pour le réaliser. Et comme de toute façon, j'avais toujours eu l'idée de mettre en scène, en fait, c'est se dire de A à Z, si le film est bien, c'est un peu grâce à moi. S'il est nul, c'est à cause de moi. Mais c'est en fait ce qui m'a libéré. Et pareil, je pense qu'on y reviendra plus tard. Mais moi, ce qui m'a libéré, c'est finalement, une fois que là, on a l'impression finalement d'accumuler les échecs parce qu'on n'arrive pas à monter les projets. En fait, c'est d'écrire pour d'autres. C'est ça qui m'aura vraiment libéré, c'est de me détacher de moi-même pour maintenant y revenir, pour maintenant revenir à la réalisation. Mais il y a un moment où, en fait, vers 2018, je me suis dit non, vas-y, en fait, faut que j'arrête de vouloir réaliser mes projets et il faut que j'écrive pour d'autres. Et justement, ton inspiration pour ces projets, tu l'as trouvée où? Et tu la trouves toujours où d'ailleurs? Ça a né comment tes histoires? Déjà, je me dis, l'autre jour, j'y ai repensé, c'est marrant parce que je me dis, il y a des films que je ferai jamais, mais que j'ai plus envie de faire. C'est-à-dire que les films, justement, que j'écrivais quand j'avais 20 ans, je pense, franchement, il y en avait, comme plein de gens qui réalisent très jeunes, il y avait une passion, une fougue, on se raconte soi-même, ses échecs amoureux, ses passions, Et aujourd'hui, j'ai 38 ans, j'ai plus du tout envie de raconter ces trucs-là. Peut-être que ça y reviendra plus tard, comme tous les réals qui reviennent sur leur passé quand ils sont vieux, mais au début, on part de soi-même, mais en même temps, de toute façon, aujourd'hui, quand je continue à écrire, évidemment que je pars de moi-même. Mais c'est plus les mêmes envies, c'est plus les mêmes films, c'est plus. Moi, je voulais faire quand j'ai commencé, c'était des films à la Judd Apatow, c'était des trucs. Parce que j'ai deux envies, c'était soit ces films-là, des comédies un peu trash, soit des contes un peu familiaux à la Hook, à la Spielberg, que j'ai toujours adoré. Et en fait, en parallèle, j'avais ce deux types de projets depuis le début. C'était soit des contes familiaux à la Disney, soit du Steven Apatow. Ouais, voilà, exactement. C'est un mix entre les deux. Bon. Mais non, l'inspiration, je pense, elle vient en général de la vie. Bon, voilà, c'est ridicule, mais de soi-même. C'est très égocentrique, mais en fait, ça part de une envie et du cinéma. C'est-à-dire que moi, à chaque fois, j'ai en référence des films que j'ai vus quand j'étais petit et je me dis ça, j'ai envie de le faire en France, j'ai envie de le. Donc, moi, c'est vraiment le cinéma. Des fois, des livres et tout, mais c'est vrai que naturellement, je vais tout de suite, en majorité, me référencer à des films qui m'ont marqué dans ma jeunesse. Est-ce que tu aurais tendance à dire que ça a été long pour toi, le chemin de réussir vraiment à agripper quelque chose dans le milieu et te dire ça y est, j'y suis rentré, ou avoir de la thune, c'est ça que tu veux dire en fait, Maxence? D'une certaine façon. À partir de quel moment, en fait, tu te dis, voilà, j'ai suffisamment d'argent qui arrive pour ne faire que ça? C'est ça la question, je traduis, Maxence, si tu me permets. Ça a été l'enfer. Enfin, ça a été l'enfer. Et en même temps, moi, comme au début, je tournais, je vivais de mon métier. Donc finalement, c'est aussi pour ça, je pense que j'ai pas pris. Si je peux donner un conseil, je pense que je vais pas. Tout conseil est bon à prendre, même si je prétends rien apprendre à personne. Mais à un jeune scénariste, c'est que je pense que je referai les mêmes conneries au début, mais sur le papier, oui, c'est sûr que j'aurais pu gagner du temps. J'aurais pu gagner du temps, par exemple, on y reviendra dans la méthode, mais à plus écrire des synopsis que des longs en entier. Et en même temps, quand on n'est pas connu et qu'on envoie un sino à un prod, il en veut plus. Donc c'est le cercle vicieux, c'est insupportable ce truc. Donc oui, ça a été l'enfer. C'est-à-dire que je pense que j'ai vu beaucoup de gens autour de moi lâcher. Et moi, je sais pas, c'est une espèce de truc en moi où je me disais, de toute façon,
je peux faire que ça. Donc j'ai pas lâché, mais il y a des moments, j'ai dû reprendre des petits boulots, plein de fois en fait, parce qu'il y a un moment où j'arrivais pas à en vivre. Mais c'est juste que je me voyais pas faire autre chose. J'ai toujours voulu faire du cinéma, c'est ma vie le cinéma. Quand je marche dans la rue, moi j'écoute de la musique de film et je me dis tiens, j'ai envie de faire ce plan-là. Donc en fait, toute ma vie, si j'avais fait autre chose, je me serais suicidé, je serais mort en me disant mais en fait j'ai envie de faire rien d'autre, j'aurais pas pu faire un autre métier. Donc même quand je faisais des petits boulots, en fait j'avais quand même je lâchais pas quoi. Tu dis quelque chose d'important parce que c'est vrai que j'ai toujours tendance aussi à dire quand on vient me demander des conseils, je dis c'est pas les meilleurs qui arrivent en fait, c'est ceux qui s'obstinent le plus, parce que moi des très très bons scénaristes, j'en ai rencontré plein et qui ont arrêté en cours de route, effectivement, comme ce que tu disais, c'est-à-dire qu'au bout d'un moment tu as une usure à ne pas avoir de réponse positive. T'as des abandons, alors après peut-être c'est des gens qui reviennent à l'écriture sous d'autres formes, mais t'as complètement raison de dire que c'est un super conseil, quoi. Il faut s'obstiner à fond, quoi, quand t'as ça dans les tripes. Ouais, et après il y a aussi un truc qu'on peut pas calculer, donc ça en fait il faut pas, enfin peut-être il faut, c'est le facteur chance en fait, pardon, je trouvais pas le mot, mais c'est-à-dire que à plein de moments de ma vie j'ai été sur le point. Et forcément, si ça avait marché, bah, ce serait allé beaucoup plus vite. Par exemple, l'année où j'étais au prix Sopanin, j'avais un casting. Du coup, il y avait Jacques Gamblin, il y avait Thierry Lhermitte, il y avait Michel Villermoz, ça c'était celui d'après. Il y avait, je sais plus, Françoise Fabian, Pascal Arbiou, Ariel Mallet. Enfin, j'avais plein de gens. C'était un film choral et ça, j'avais vraiment plein de gens. Et pourtant, on n'a pas réussi à monter le film. Et j'étais pris Sopanin, j'avais un distrib, c'était un petit distrib, mais et en fait, on n'a pas eu de chaîne. Et donc, le film s'est pas monté. Mais là, j'ai été sur le point. Là, ça a été le moment le plus dur pour moi. Ça, c'était 2014-2015. C'était un moment très dur parce que j'ai vraiment fait que ça de ma vie pendant 2 ans sur ce film, à l'écrire et tout. J'avais un casting à chaque fois. Ça prend du temps de faire lire à des acteurs, d'avoir l'agent, de machin. Pendant 6 mois, 1 an, on a fait le casting. Et au final, quand tu trouves pas les financements et que tu as mis 2-3 ans de ta vie dedans, putain. Après, c'est quoi l'excuse des diffuseurs à ce moment-là? Comment tu l'accueilles, cette excuse? Bah pareil, je pense que le film avait des défauts en fait. C'est-à-dire un acteur, au final, il veut tourner, il trouvait ça marrant, c'était original, il y avait un truc original. Mon film, il s'appelait Les Frustrés, il y avait un truc un peu, je sais pas, peut-être un peu dans l'air du temps, un ton différent de comédie et tout. Donc c'était il y a pile 10 ans. Et donc les acteurs acceptent, voilà. J'ai eu des refus, hein, je vais pas dire qui, mais j'avais eu des refus. Mais Jacques Gamblin, qui avait fait Le Nom des gens et tout ça, qui se retrouvait dans un humour un peu à l'anglo-saxonne, on va dire. Et donc voilà. Et je sais pas, c'était pas trop possible de passer sur une chaîne hertzienne parce que c'était un peu trash. Donc finalement, on n'a pas eu de chaîne hertzienne. Et en fait, si on avait eu Canal, on aurait pu le faire avec peu d'argent. Et je trouve qu'on n'a pas eu Canal. Voilà, je pense que le film avait quand même des défauts. C'était un film choral. Les films choraux, c'est très dur à monter, sauf si on est connu. Mais faire un film choral, un premier film, en général, ils n'aiment pas les diffs qui font « ouais, mais il n'y a pas de ligne rouge, enfin, il n'y a pas de ligne directrice, il y a plein de personnages, il y a plein de… » Un premier film en film choral, en vrai, rétrospectivement, je sais que c'est très, très dur à monter. Et donc voilà, ça a joué. Je pense que et encore une fois, le film avait peut-être des problèmes de rythme et tout. Et donc à partir du moment où on n'a pas eu Canal, c'était plus… Ouais, ça tue le truc, ouais. Ça tue le truc, puis il n'y avait pas les plateformes. Donc si on n'avait pas Canal, pas de chaîne hertzienne, c'est pas avec un petit distrib qui ne met pas de MG, qui ne met pas de minimum garantie qu'on ne peut pas faire le film, c'est impossible. Ouais, je vulgarise… Banque et tout ça. Ouais, carrément. Je vulgarise MG, effectivement, minimum garantie. Les distributeurs, quand ils se placent sur un long métrage, en fait, proposent une avance et c'est ce qui permet aux producteurs de faire une petite ligne remplie sur son plan de financement. Un petit truc en plus, Pan ne pouvait pas en mettre. Donc tu vois, même un film comme un petit truc en plus, au final, il n'y avait pas de MG distrib. Donc, ouais, c'est vrai qu'on y reviendra parce que ça a été long et dur, je crois. Alors, ça a été facile pour certains trucs. Par exemple, M6 est tout de suite venu et ils ont mis une somme conséquente qui a permis de faire le film. Mais par contre, ça a été dur, je crois, de trouver un distributeur. Bon, là, c'est vraiment plutôt un truc de prod et tout ça, mais ça a été plutôt le distributeur qui a été dur à trouver. Alors que la chaîne, là, a fait confiance et après, il y a eu Canal et tout. Mais un distributeur, justement, sans distrib et sans MG, c'est dur de monter le film. Donc, ça a été plus dur du niveau distrib. En mettant le côté industrie de côté, est-ce que tu arrives maintenant, avec le recul que tu as, à savoir quand est-ce qu'un projet, c'est la bonne idée? C'est genre vraiment le projet sur lequel il faut que tu ailles? Aujourd'hui, j'arrive à vendre un projet sur 5 lignes.
Donc, c'est ce que j'ai toujours rêvé. Très modestement, c'est-à-dire que j'arrive à le vendre. Non, mais tu peux. Un producteur, hein. Ça ne veut pas dire qu'après, on aura les financements et les diffs. Hein, mais j'arrive à signer des options, on va dire, sur 5 lignes. Je n'ai pas besoin d'envoyer 3, 4, 5 pages, voire 15 avant qu'ils nous signent une option et qu'ils nous demandent. Enfin, c'est sans fin. Ça, c'est pas possible. Ça, on en reparlera après, mais c'est plus possible que les prods demandent ça, demandent des bibles avant de signer. Enfin, c'est insoutenable. On met 1 an à les écrire, 2 ans pour qu'ils nous fassent tout retravailler. On a gagné 2000 balles. Enfin, ça, c'est pas possible. Mais donc, comment je sais qu'un projet va marcher? Je ne sais pas s'il va marcher. Par contre, c'est sûr que... pareil, c'est la 4e fois que je dis on y reviendra, mais je pense que dans la méthode, il y a un truc aujourd'hui où je suis plus efficace sur un pitch. Et je crois que si j'avais un conseil à donner aux scénaristes, c'est de rester le plus longtemps possible sur les 5 lignes. Parce qu'en fait, 5 lignes, si on n'arrive pas à résumer en 5 lignes son projet, c'est qu'il y a un problème quelque part. Si on n'a pas un bon déclencheur, si on le raconte à un pote en 5-6 lignes son projet et qu'il y a un truc qui cloche, et en le racontant, on se rend compte qu'il y a un truc qui cloche, c'est que ça veut dire qu'il y a un truc qui cloche. Ouais, c'est vrai qu'on le constate beaucoup avec Maxence parce qu'on teste souvent ce qu'on coécrit. Pareil, on travaille beaucoup sur cette accroche, sur ce pitch fire, sur ce plot. Je ne sais pas, il y a 50 milliards de termes pour ça, mais c'est vrai que tu vois tout de suite, en fait, tu peux avoir 10 idées et il y en a une, tu dis, tiens, celle-là, en fait, à chaque fois que je la pitch, ça accroche. En fait. Et tu sais que c'est celle qui accroche les producteurs. Et c'est triste parce que tu dois dire que les 9 autres qui fonctionnent moins, elles ont besoin de repasser dans la moulinette, quoi. Surtout qu'il doit y avoir un bon déclencheur. Et après, c'est quoi la tâche du film ou la tâche de la série? Genre, qu'est-ce qui va se passer après ça? Est-ce que c'est une comédie? Et qu'est-ce que fait le héros pendant globalement tout le film? C'est-à-dire, en une phrase, on se dit, OK, il va faire ça. Alors après, les high concept, ça peut aussi avoir le défaut de reposer justement... parce que ça, souvent, c'est des trucs un peu high concept quand on arrive vachement à... Un mec qui va... Enfin, non, en fait, non. Non, parce qu'au final, rétrospectivement, même un bon film d'auteur, en fait, rétrospectivement, une fois qu'il est fini, tu peux quand même le pitcher en 5 lignes. Donc, non. J'allais dire, un high concept, ça peut être des fois un peu piège. C'est-à-dire, on est un peu piégé par la bonne idée de départ et après, du coup, on ne sait pas. Il y a 1000 ramifications possibles. Et bon. Ça dépend un petit peu aussi des personnages en soi, de comment les personnages vont travailler. Parce que si c'est pas high concept, ça va être vraiment les personnages qui vont vraiment porter un film d'auteur plus, et c'est le bon mélange qui fait que justement on arrive à porter un film de cette envergure. D'ailleurs, c'était mon problème sur mon film Les Frustrés, là, que film choral et tout ça. C'est-à-dire que c'était un film de personnages où en gros c'était une famille qui se disloquait, ils étaient tous frustrés, mais c'est tout. Enfin, en pitch, c'était tout, parce que c'était tellement, chacun avait son parcours à lui que j'allais pas, c'était irrésumable en 5 lignes. Ouais, carrément. Écoute, ça va être très bien pour attaquer et rentrer dans l'acte 2 sur la méthodologie. Je vais ouvrir le bal. La rencontre... Alors, la rencontre avec Artus, mais on passera rapidement peut-être dessus, mais surtout, toi, tu arrives à quelle étape du scénario de Un petit truc en plus? Ça ressemblait à quoi à ce moment-là? Finalement... En une phrase, je vais revenir sur mon parcours parce que c'est en 2018, quand j'ai fait le CEA, où j'écrivais depuis longtemps, mais j'ai fait le grand atelier série du CEA qui m'a vachement appris, qui était super, là où j'avais eu Claire Barré sur une session. J'ai rencontré Clément Marchand, qui sera plus tard mon co-auteur d'Un petit truc en plus. Ensuite, le Covid est passé par là et tout ça, mais il se trouve que pendant le Covid, avec Clément, on avait 2 commandes, donc on avait du boulot. Donc j'ai plutôt bien, moi, vécu le confinement. Mais après, pareil, je me suis remis encore à faire des petits boulots parce que c'était pas avec des options que j'allais vivre. Et ensuite, vers 2000, je sais plus quand, 2021, 2021, peut-être 22, ça a commencé un peu à prendre. J'ai signé plus d'options et tout ça. Et j'ai notamment signé avec SND une série avec Artus, pour Artus et coécrit par Artus avec Clément. Donc c'est un pitch qu'on avait trouvé avec Clément. Et là, on a développé la série avec Netflix pendant 1 an. Et il se trouve que Artus avait ce film en tête qu'il voulait faire depuis longtemps. Et comme il aimait bien comment on écrivait, il nous a proposé avec Clément de l'écrire. Et en fait, c'est aller plus vite. Comme quoi, des fois aussi, le cinéma, c'est quand même mieux que le développement des séries qui prennent des années. C'est que finalement, entre-temps, en parallèle, on écrivait le film. Ils ont réussi à trouver les financements, ils l'ont tourné, il est sorti. Et donc, mais en parallèle, qu'on écrivait la série. Donc en fait, c'est d'abord sur un autre projet qu'on s'est retrouvés tous les 3. Et Artus nous a proposé de coécrire son film avec lui après. Est-ce que ça accélère du coup le développement de la série en parallèle ou pas? Alors,
que ce succès-là, en fait, ou c'est déjà dans les tuyaux. Maintenant du film va changer la donne avec la série, mais pendant, et d'ailleurs même l'écriture était plus agréable sur le film, parce qu'en fait on a, ça se passait très bien avec Ciné Nominé, le producteur, avec nos interlocuteurs, et du coup l'écriture s'est faite en moins d'1 an. Enfin, en tout cas, les premiers jets sont faits en moins d'1 an pour l'envoi justement aux acteurs, aux distrib et tout. Après, on a continué à écrire quand Artus a fait le casting avec les acteurs en situation de handicap. Et après, il y a toujours, en fonction des décors, des petites réécritures et tout ça. Mais jusqu'au premier jour du tournage, je crois qu'ils n'avaient pas tout le financement. Donc, ils ont aussi pris leur risque, Ciné Nominé, à lancer le tournage en juillet, du coup, pas cette année-là, l'autre d'avant. Et le film est sorti 9 mois plus tard, en mai de cette année, quoi. Ça se passe comment une collaboration à 3 personnes? C'est-à-dire, est-ce qu'il y a quelqu'un qui va écrire une première séquence, l'autre qui prend le relais? Est-ce que c'est plus de l'ordre de certains sont dans la consultation? Comment ça se passe? Non, là, c'était comme c'était son film, c'était pas pareil forcément sur la série à chaque étape, genre au séquencier et tout ça. Surtout qu'Artus avait plein de trucs en parallèle, mais sur son film, on a vraiment fait tout ensemble depuis le début, le synopsis, le séquencier. Bon, après, avec Clément, c'est nous qui avions les mains sur le logiciel, parce que voilà, Artus, il est là, il participe autant que nous, mais du coup, en tant que logiciel, d'avoir les mains dedans, mais ça change rien. Mais par contre, non, il était hyper impliqué. C'est un projet qui lui tenait à cœur depuis le début, et on a fait tous ensemble du sino jusqu'au dialogue. Ouais, donc du coup, quand tu prends connaissance du projet, effectivement, il n'y a pas de première version d'un traitement, tu arrives déjà sur le pitch. Si lui, il avait écrit, mais en fait, on a fait un peu table rase, parce qu'à l'époque, il n'y avait pas Sylvain, il y avait juste l'idée d'un film sur le handicap. Donc lui, il avait écrit une version, mais quand les prods sont venus nous chercher, finalement, on est reparti d'un pitch qui était la cavale entre un père et son fils, le fait qu'il allait se faire passer pour un handicapé, ce qu'il n'y avait pas avant. Donc du coup, on est reparti dans cette optique. Vous arrivez tout de suite à ce pitch-là, où vous vous mettez d'accord, ou ça passe par d'autres étapes de pitch qui ont évolué par la suite? Non, au tout début, alors maintenant c'est presque loin, mais au tout début, si je me souviens bien, je ne sais même pas s'il voulait jouer Sylvain, parce qu'il s'est dit que ça allait peut-être prêter à confusion. En tout cas, s'il voulait jouer Sylvain, il n'y avait pas forcément l'idée. Enfin, il y a eu pas au tout début, mais ensuite, il y a eu très vite l'idée que ce n'était pas possible qu'il joue un pensionnaire en situation de handicap tout le film. Donc c'est ensuite où on s'est dit, non, il va falloir faire semblant, en fait, pour pas, c'est pas du relativisme, enfin, il allait pas faire tout le film à faire comme s'il était handicapé mental. Alors que, par exemple, dans ses sketchs, quand il joue Sylvain, il est Sylvain, c'est-à-dire qu'il n'est pas un acteur qui joue Sylvain, il n'est pas un personnage qui joue Sylvain. C'est pour ça qu'il avait peur, à juste titre, que ça prête à confusion. Et puis finalement, le pitch du père et son fils qui se font passer pour, en fait, ça réglait la situation et ça permettait. Et par contre, pareil, au début, il n'y avait pas l'idée que très vite les pensionnaires allaient le griller. Et ensuite, on s'est dit, non, en fait, finalement, ils sont plus intelligents que les autres, c'est encore plus marrant. Donc, assez vite dans le film, il y a Arnaud qui le grille et les autres pensionnaires. Mais ça, pareil, c'est venu au cours de l'écriture. C'était pas dans le pitch de départ qu'il allait être grillé par eux. Est-ce qu'il y a eu une place pour de l'impro, sachant qu'on est vraiment dans un registre de comédie, qu'on a l'un des co-scénaristes qui joue dans le film, ou alors on était vraiment sur un scénario qui était écrit comme du papier à musique? Alors, c'était écrit, chaque dialogue, c'était écrit comme du papier à musique. Moi, j'étais pas sur le tournage, mais c'est sûr que nous, quand on voit le résultat final, il y a évidemment des scènes qui sont improvisées. Par exemple, à un moment, même eux se sont laissés surprendre. Je pense qu'ils ont remis la caméra, boum, ils l'ont allumée. Quand, par exemple, pour ceux qui ont vu le film, ils se confient. Je pense qu'ils sont nombreux maintenant à Milan. Tu n'es même plus obligé de dire pour ceux qui ont vu le film, en fait, pour la France entière. Mais quand ils se confient sur leurs parents, par exemple, à un moment, Marie, elle lâche que. Marie, celle qui a des lunettes, elle dit moi, j'étais très triste, ma mère, elle a eu une tumeur au cerveau, elle est morte et tout. Et ça, genre, c'est sa vraie vie à elle, c'est pas du tout écrit. Et d'ailleurs, le moment est hyper poignant, hyper émouvant. Il y a Sofiane qui parle de sa mère
en disant celui qui est dans le fauteuil, qui dit moi, elle vient pas me chercher, bah lui, par exemple, dans la vie, c'est pas comme ça. Évidemment que sa mère, elle est super proche de lui, et ça. Donc ça, c'est écrit. Et juste après, Marie qui dit ça, bah ça, elle se base sur sa propre douleur, sa propre tristesse, et parce qu'en fait, pour elle, je pense qu'il n'y avait pas de différence entre le jeu et la réalité. C'est-à-dire, elle entend quelqu'un parler de sa mère et elle parle de sa mère à ce moment-là. Donc et oui, il y a des moments. Je pense d'impro, même si tout était écrit forcément. Puis c'est aussi que juste avant le tournage, on s'est basé sur leur vraie personnalité. C'est-à-dire on a réécrit certains trucs. Il y a des personnages qui sont totalement inventés. Par exemple, celui qui se fait passer pour un homme politique, c'est parce qu'il avait une voix comme ça qu'on a dit qu'il aimait la politique. Ce qui n'est pas forcément le cas dans la vie qu'il aime la politique. Par contre, le fait que Arnaud il soit fan de Dalida enfin voilà, je sais plus, enfin bon, bref, il y en a, on s'est basé évidemment que Marie dans la vie, elle se prend pas des trucs dans la gueule tout le temps, c'est certains trucs on s'est basé sur la réalité et d'autres c'est fictionné. Et quand vous avez ce synopsis, est-ce que vous passez par une phase de traitement tout de suite? Est-ce que vous faites une sorte de petit squelette sous forme de, on va dire, séquencier ultra primitif? Vous passez comment de l'étape du coup je vais m'intéresser plutôt à tout ce qu'il y a avant le scénario en fait. Alors moi, il se trouve que ça s'est passé comme ça, mais c'était pas, je pense que c'était naturel, mais il se trouve qu'à titre personnel, j'ai vraiment du mal avec le traitement, c'est-à-dire que dès que ça dépasse les 12 pages, les trucs qui font entre 12 et 17 pages, c'est tellement détaillé. On nous fait tous chier, on est d'accord, hein, de toute façon. C'est chiant, donc en fait, en général, si on a 10 pages qui sont bien, franchement, on peut passer à un séquencier, quoi. Alors après, des fois, entre nous, il y a un espèce de fil à fil, mais là, on n'a même pas... genre, aux producteurs, on leur a pas fait lire un fil à fil, on est passé du synopsis au séquencier. Après, encore une fois, on peut avoir entre auteurs des étapes de travail, on met des tirets pour faire les très grandes lignes. D'ailleurs, c'est plutôt utile. Hein. Là, sur une série que j'écris, c'est vachement utile de faire d'abord un fil à fil plutôt que d'entrer tout de suite dans le séquencier. Mais c'est pas une étape qu'on fait lire au producteur, par contre. C'est vraiment une étape entre le synopsis long, on va dire. Parce que synopsis court, par contre, c'est pareil. C'est un exercice qui est bien, mais qui est très, très dur. Moi, j'ai jamais réussi à résumer un film en 2-3 pages. J'arrive pas. En fait, c'est parce qu'il faut avoir finalement l'architecture globale pour pouvoir la résumer. Donc, en général, j'ai l'impression qu'historiquement, moi, je passe d'un pitch à un synopsis de 10 pages. Et après, avec le producteur, un séquencier. Et entre auteurs, un pré-séquencier ou un fil à fil. Quand t'écris, t'as tendance à développer quel style de structure? Est-ce que ça va être genre par exemple en 3 actes, en 5 actes? Est-ce que tu vas te fier à ce que Blake Snyder va dire en fait? Est-ce que t'as une référence, quelque chose Et j'en profite pour que tu rattraper sur ce que tu disais tout à l'heure, Milan, parce que j'essaie de me rappeler tous les trucs où tu as dit, j'en reparlerai un peu plus tard, donc tu parlais de formation aussi. Alors d'ailleurs en formation, franchement, je rends hommage au grand atelier série, donc qui s'adresse aux scénaristes dont c'est déjà le métier, où là c'était plutôt de l'écriture de série, mais en fait, donc j'ai appris énormément. Franchement, j'ai vraiment eu des profs trop bien. J'ai eu Vincent Poimiro, Hervé Admar, j'ai eu des profs super. Ça durait que 5 mois, je crois 6 mois. David Crozier et ça, j'ai eu des profs. Franchement, c'était moi j'ai énormément appris. Ça faisait 10 ans que j'étais autodidacte. Et putain, j'ai pris une baffe, j'avais l'impression d'être super fort et tout, d'être là, machin. Et en fait, j'étais là, je suis trop nul, en fait, je connais. Enfin, c'est juste qu'il y avait des trucs que je faisais, je perdais du temps. J'ai vraiment beaucoup appris, notamment sur le concept sériel, sur comment écrire une série. Mais en fait, ça sert toujours pour les personnages, pour la construction, pour un long métrage. Mais c'est vrai que sur j'ai un de mes co-auteurs sur la série que j'écris là pour France 2 qui est très, 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 très fort, Florent Meyer, en structure, il est vraiment très fort. Lui, il a toujours, même les 52, il est fait en 5 actes. Et sur un film, c'est marrant parce que là, je fais un film avec un co-auteur, Florian Spitzer, et du coup, lui, il avait toujours construit les films en 3 actes. Et on a eu la discussion la semaine dernière. Et c'est vrai que moi, un film en 3 actes, j'ai l'impression qu'en fait, les actes sont trop longs. Et je lui ai dit, bah non, on va le faire en 5 actes. Et il a dit ah ok, mais il n'avait pas forcément travaillé comme ça et je trouve qu'en 5 actes en fait ça permet de plus de subdiviser donc mais moi j'avoue ça reste toujours mon point faible hein, la structure hein. J'ai toujours ces trucs d'autodidacte et même si j'ai beaucoup appris j'ai encore un peu j'ai encore un peu des fois des faiblesses dessus même si je suis 10 fois meilleur qu'avant voilà de toute façon on a tous nos faiblesses quelque part. Moi,
Mais c'est vrai que je vois qu'en fait, on évolue tous dans la structure. Je vois juste avec tu vois, les collabs avec Maxence où, effectivement, notre structure, nous, en 3 actes, maintenant, quand on s'envoie des trucs, c'est quasiment du 4, en fait. On fracture on fractionne l'acte 2, qui est souvent très long, et sur lequel il faut quand même des points de rebondissement assez forts. Et c'est vrai que cette structure, quand on le travaille, en tout cas, rapidement tous les deux, on l'a fait éclater en deux parties assez distinctes maintenant. C'est pour ça que 5 actes, c'est pas mal, parce qu'en fait, le premier acte, c'est jusqu'au déclencheur. Et l'acte 5, il peut faire 1 minute, l'acte 5. Parce que c'est genre après le climax et tout, c'est la résolution, c'est genre on se dit au revoir, on se fait des bisous, tout va bien, ou alors tout va mal. Bon, en général, dans les films, tout va bien, mais quand même. Mais ça peut être 3 minutes de film, donc en fait, le 5e acte, il est facile. Donc finalement, après, il reste plus que 3 actes au milieu. D'ailleurs, sur un petit truc en plus, c'est vrai que on va dire le 5e, il est assez court puisque c'est la phase où on retrouve. Alors, si vous avez pas vu un petit truc en plus, faites une petite pause et sautez de 30 secondes ou 1 minute le podcast. mais ton 5e acte, en fait, c'est presque les retrouvailles entre Artus quand c'est la période de Noël, en fait. Ouais, mais pour le coup, sur un petit truc en plus, il s'est passé quelque chose que. Raconte. C'est presque non, mais c'est un cas d'école parce qu'en fait, à mesure qu'on écrivait, et ça, c'est vraiment. En fait, j'ai envie de dire grâce à Artus, parce qu'au final, on a fait 10,7 millions, donc il avait raison. Mais nous, en tant que scénaristes, on est forcément attachés à la structure, attachés à la dramaturgie, attachés au rebondissement. Et en fait, à mesure qu'on écrivait, et d'ailleurs, on nous l'a beaucoup reproché, il y a des critiques qui disent c'est cousu de fil blanc, c'est machin, on s'attend à tout et ça. Oui, sauf que on n'est pas débiles, on le sait très bien en fait. Et ça marche. Et pourquoi ça marche ? Mais parce que, en fait, à mesure qu'on ajoutait de la dramaturgie, des rebondissements et tout ça, il y avait un truc dans l'idée d'Artus qui était. Je rentre vraiment dans l'art, mais comme Vas-y, mais carrément. C'est ce qu'on attend. En fait, il y avait quelque chose qui était. On avait au départ l'intention de faire un espèce de mélange entre Nos jours heureux et Hors norme. Sauf que si on a un côté hors norme, c'est-à-dire c'est de se baser sur la véracité, la vérité des pensionnaires, leur moi, ce que je disais pour Arnaud et tout ça, pour eux, et donc pareil au tournage, ça se ressentait et tout. Et en fait, il y avait aussi des fois dans le côté on laisse tourner la caméra, même si c'était écrit, un côté, je mets des énormes guillemets, mais un côté documentaire, enfin, je mets des énormes guillemets. Et en fait, comme ils savaient que ça allait se passer comme ça au tournage, parce que c'est ce qu'ils voulaient, parce qu'ils voulaient la vérité de la scène, et c'est pour ça que le film touche autant par sa sincérité, c'était que il disait, on va pas y croire que là, à un moment, les flics reviennent, que là, à un moment, il y ait tel rebondissement, que là, il y ait l'enquête de police, qu'il y a... Donc, en fait, à mesure qu'on écrivait, en fait, on en enlevait de la dramaturgie. On enlevait de la dramaturgie, donc il y avait toujours des grandes lignes, il y avait toujours... Et on a même enlevé... Pareil, on nous l'a reproché, mais genre comme si on nous l'a reproché, on disait, vous êtes débiles, enfin, je dis, les quelques critiques négatives qu'il y a eu. Ouais, je comprends. Genre, mais Artus, il n'a pas d'évolution, son personnage, parce dans un long-métrage, il a toujours une évolution. Et en fait, au début, il y avait vraiment il y a toujours un truc une espèce de détachement entre son personnage de Polo et son père, et qui vont couper les ponts, couper les liens. Mais c'était plus exacerbé au début, c'était plus exacerbé. Et ça, il disait, ouais, mais moi, j'ai envie de la répartie dès le début, ça va être un peu fake, que comme par hasard, je m'humanise face à eux, alors qu'en plus, c'était la trajectoire de Clovis Cornillac. Donc, du coup, pareil, même pour lui, il a un peu enlevé de l'évolution de son personnage. Enfin, on l'a fait comme un accord à l'écriture, mais je veux dire, à mesure qu'on avançait du tournage. Et donc, voilà, donc on a écrémé, enlevé des rebondissements, de la dramaturgie. Est-ce que c'est peut-être pour ça ? Enfin, c'est vrai que c'est toujours compliqué de savoir pourquoi un film fait 10 millions et un autre fait 1 ou 2, tu vois, comme tu disais, il y a même ce cap des 4 où on ne sait plus où ça va s'arrêter. Ouais, mais complètement. Mais 400 000 qui est un bon chiffre pour une comédie avec des mais carrément. Mais je me demande justement si le succès n'est pas justifié, parce qu'en fait, Artus, au départ, est un gentil personnage, quelqu'un de bon, et qui le reste pendant tout le long du film, tu vois. Est-ce que c'est pas ça qui d'un coup s'y crée parce que des fois, je m'interroge, tu vois, forcément, je regarde le film, je me dis, est-ce que c'est pas ça qui a touché les gens, le fait de pas avoir quelqu'un qui est un enfoiré, et puis après on apprend à l'aimer. En fait, là, moi, c'est comme ça que j'ai ressenti en regardant le film, c'est que je me dis, Artus, en fait, dès le début, c'est un gentil, en fait. Est-ce que le monde n'a pas besoin d'avoir des gentils, en fait? On n'était pas dit ça, même si finalement des gens sont attachés au personnage de Clovis Cornillac, et du coup, il a une évolution, il passe d'un salaud à un mec plus humain. Mais par contre, il y a quelque chose qui est
je l'avais dit en interview, parce que j'ai répondu à 2 interviews, je l'avais déjà dit, mais il y a un truc vraiment, très modestement, franchement, ni moi, ni Artus, ni les prods n'avions pu voir venir le film à ce point, c'est de se dire, quand on écrivait, que des gamins allaient aller voir le film à partir du CP. Parce que si ça a fait autant, c'est parce que les grands-parents y allaient avec leurs petits-enfants. Moi, j'ai vraiment eu plein de gens dans mon entourage. Et à l'époque, ils ne savaient pas que c'était genre mon neveu dans sa classe. Il m'a dit, il est à Paris, il m'a dit tout le monde l'a vu. Alors que il l'a pas vu parce que son tonton avait écrit le film. Et c'était avant même que lui le dise que j'avais écrit le film. Genre toute sa classe, ils étaient allés voir le film. Et donc en fait, il y a un truc là, c'est vraiment, on pouvait pas savoir. On s'est dit, on va faire une comédie populaire, mais comme il y avait des trucs un peu trash, on s'est dit, c'est plus une comédie pour adultes ou une comédie pour jeunes, mais pas au point que si ça a touché à ce point, c'est parce que pendant les vacances scolaires, pendant les vacances d'été, il y a eu vraiment plein de gamins au collège qui se renvoyaient les répliques en primaire et tout ça. Et moi, dès la semaine de la sortie, des gens à Paris, dans une soirée, je suis avec mon fils, je lui dis, mais il a quel âge? Il a 6 ans. What? Enfin, vraiment, dès le début, j'ai... Mais tu sais que c'est vraiment ce qui est arrivé, c'est-à-dire que moi, la maîtresse de ma petite dernière qui a 8 ans, donc nous avait conseillé d'aller voir le film, donc ce qu'on a fait. Bon, après, il y avait quand même des gros mots, hein. Je lui ai dit, quand même. Mais je suis d'accord avec toi, c'est vrai qu'au départ, tu te dis dans la cour d'école. Ouais, je crois complètement. Non, mais complètement. Mais c'était là où je me suis dit, il se passe aussi quelque chose, c'est que quand les maîtres et maîtresses, pour les plus petits, commencent à conseiller un film qui, de prime abord, comme tu le disais très justement, n'a pas l'air destiné à eux, mais à, on va dire, plutôt pour ados, tu vois. Enfin, on devrait dire ados, adultes et plus âgés. Mais non, c'était vraiment... c'était génial, en fait. Oui, pour continuer sur le succès, je pense qu'il y a aussi la sincérité, en fait. C'est-à-dire qu'il y a beaucoup de films qui sont sincères, mais je pense qu'à aucun moment c'est surjoué. Il y a une espèce de vérité, de véracité dans les pensionnaires. Il y a un truc, Alice Belaïdi, moi je la trouve Clovis Cornillac, dans le film, je les trouve super. En fait, ils sont débordants d'humanité, mais ils ont face à eux, il y a tellement de vérité. Du coup, on y croit, en fait. On a vraiment l'impression qu'elle est mono de gîte et que ça la saoule, que l'autre, il y a un truc, je pense que pour toucher à ce point les gens, c'est qu'il y a quelque chose de profondément sincère où les gens se sont retrouvés en fait dedans, quoi. Je peux m'empêcher en fait de faire le rapprochement avec un film comme par exemple Intouchable qui va parler un petit peu d'handicap et ce genre de choses-là, qui est dans un registre de comédie. Est-ce que les Français, de façon générale, ils attendent pas davantage ce genre de film au cinéma? Surtout qu'il y avait eu le 8e jour, La Famille Bélier, ça traitait de personnes en situation de handicap, ils ont fait 7 millions. Alors si tu cites Bienvenue chez les Ch'tis, on va pas avoir beaucoup d'amis dans le nord de la France. Hein. Excuse-moi, j'avais préparé cette vanne depuis 3 jours. Il y avait Hors Norme qui a fait 2 millions, il y avait je sais plus comment ils avaient fait le 8e jour, 3 millions, non, je crois. Il y avait La Famille Bélier, il y avait Intouchable, que oui, c'est sûr que finalement il n'y a pas tant de films que ça sur le handicap. Et par exemple, franchement, je suis complètement fan de Michel Blanc, ça m'a vraiment rendu triste qu'il meure. Et Balasco, j'adore ce qu'elle fait en tant que réal, mais un de ses films qui a le moins marché, je l'ai pas vu, hein, mais je sais qu'un de ses films qui a le moins marché, c'était Demi-sœur, où elle jouait une fille qui était attardée mentale avec Michel Blanc, et le film il n'a pas trouvé son succès, mais je pense qu'il y a un côté, tout le long elle était comme ça, et il y a peut-être un côté, Balasco on sait qu'elle n'est pas comme ça, et du coup on n'y croit pas, et finalement elle a fait plein de succès dans sa carrière en tant que réal, Balasco, et c'est le film qui a le moins marché, donc peut-être qu'aussi, après vous me direz, Karine Viard elle est pas sourde, et Cluzet il est pas en fauteuil roulant, mais du coup c'est un peu différent, parce que jouer le handicap mental, c'est pour ça que nous, ce qui a joué aussi, c'est vraiment aussi le point de départ qui est marrant. Moi, quand je pitchais le film à des gens, c'est un mec qui se fait, pour échapper à la police, il se fait passer pour un handicapé mental. Donc d'emblée, c'est un peu cynique, un peu sarcastique, et donc c'est un peu marrant. Mais et c'est pour ça qu'il y a ce truc il est grillé assez vite par eux, et donc du coup, on rit jamais à leur rencontre, on les voit comme plus intelligents que les pensionnaires, en fait, puisque d'emblée, ils grillent, je sais plus, au bout de 20 minutes, Arnaud, il a tout compris, il lui dit, toi, t'es pas handicapé. Si, je suis handicapé. Non, t'es pas handicapé. Et donc, et voilà. Et en fait, c'est vrai que moi, j'étais assez surpris que ça arrive assez vite dans l'histoire. Et j'étais agréablement surpris. Ouais. Et en fait, on s'est dit, non, il faut pareil, ça, c'est un parti pris, mais
ouais. Parce que c'est le genre de révélation que tu mets en fin d'acte 2, quand le personnage il est vraiment plus bactère, et d'un coup il est démasqué partout, et du coup quand ça arrive au bout de, je sais pas, je crois que c'est peut-être 25 ou 30 minutes, je me suis fait, ah ouais, là je suis agréablement surpris, c'est cool. Bah, ça fait une petite surprise, et du coup, comme justement c'est pas les moniteurs, voilà. Et finalement il est démasqué par les valides, c'est horrible ce terme, mais je sais pas comment on dit, mais par les moniteurs au climax, enfin, quand il se fait arrêter, quoi. Que justement que tu abordes maintenant un scénario, que tu abordes une idée, est-ce qu'il y a une envie de faire un cinéma engagé? Non, moi je veux vraiment faire du divertissement de qualité. Enfin, engagé, je sais pas trop ce que ça veut dire. Moi, ce que j'aime en tant que réal, je parle, parce que là j'écris aussi pour d'autres, mais si je veux faire un projet à moi, il y a vraiment cette idée de faire de l'entertainment, comme j'ai toujours voulu faire. Un côté, on prend pas le spectateur pour un con, on s'emmerde pas. C'est pas obligé que ça dure 3h20, et parce que bref, c'est pour les séries. Je pourrais y revenir plus tard, un truc, parce que j'ai une théorie sur les séries. Et tu peux le faire juste après. Oui, que ça dure pas 3h20, qu'on s'emmerde pas, et au final tous les grands films, même les films qui aujourd'hui sont reconnus comme des grands films d'auteur, de Citizen Kane, de James Cameron, de je sais pas qui, de Scorsese et tout, mais en fait tu t'emmerdes jamais. Donc moi j'aime pas ce côté l'espèce de mélange de un film d'auteur. C'est sûr qu'Hollywood fait plus de films, donc on peut plus dire qu'il y a, à part Nolan, on peut plus dire qu'il y a des films d'auteurs hollywoodiens, mais pendant 100 ans il y en a eu, et donc du coup je vois pas pourquoi on pourrait pas mêler ce que fait Spielberg, c'est-à-dire des films très personnels comme E.T. où il parle du divorce de ses parents et de lui gamin, à ce qu'on appelle en fait un bon film, quoi. Enfin, genre Titanic, quoi. Titanic, James Cameron, c'est une histoire d'amour, c'est un blockbuster, c'est un film historique, c'est une comédie. Et c'est juste du coup à la fin en fait il se trouve que ça dure 3h20, donc je me contredis, mais et c'est trop bien, quoi. Moi c'est mon film préféré, donc Et tu disais que tu voulais revenir sur l'écriture de séries juste avant. Non, c'est qu'en fait beaucoup de séries, j'avais un pote, Martin Douer, qui a fait OVNI, il était pas d'accord avec moi, mais je trouve que beaucoup de séries, en fait, normalement, elles n'ont pas de concept sériel aujourd'hui. C'est des mini-séries. Alors, il se trouve que d'ailleurs, beaucoup de plateformes font des mini-séries. Donc, au moins, c'est clair. Mais même ça, souvent, c'est trop long. C'est-à-dire, il n'y a pas la matière. Et donc, du coup, moi, je m'emmerde dans les 3/4 des séries. Parce que quand il y a 8 épisodes d'1 heure, alors que Barry Lyndon, quand même un putain de chef-d'œuvre de Kubrick, le mec est capable de te raconter la vie d'un gars de 22 ans à 65 ans en 3 heures. Donc, et une série, elle serait pas capable de te raconter en 8 heures, sauf si, encore une fois, c'est un concept sériel. X-Files, c'est un concept sériel. Même Ozark ou aux Succession, c'est des concepts sériels. Donc là, du coup, ça marche, on s'emmerde pas. Il y a plein de personnages, c'est des gens qui évoluent pas trop, qui sont dans une arène très forte et qui sont pris au piège. Et finalement, il y a du feuilletonnant, mais il y a quand même un peu du bouclé parce qu'en fait, à chaque épisode, il se passe un truc. Donc on est dans les deux, quoi. Mais aujourd'hui, comme souvent, ils veulent faire que du feuilletonnant. Donc on a une espèce de long métrage saucissonné. Et c'est vrai que moi, ça, j'ai un peu du mal. Là, c'est en tant que pur spectateur, j'ai un peu du mal, alors que je me dis, en fait, non, au départ, les gars, vous n'aviez pas de concept sériel, c'était un film, vous aviez une intrigue. Donc, soit vous en faites un film, soit vous faites une mini-série de 3 fois 1 heure. Mais arrêtez de tirer les trucs, on n'en a rien à branler d'intrigues secondaires, de personnages, alors que ça ne tient pas la route et qu'au final, on s'emmerde. Et d'ailleurs, il y a trop de séries, trop de gens, et il y en a plein qui se cassent la gueule parce que les gens n'ont pas le temps de regarder. Alors justement, comment tu contournes le problème, vu que par exemple tu as cette série dont tu parlais avec sur Netflix, en tout cas en écriture avec 6x30. Donc déjà, dans la comédie, le 6x30 c'est assez efficace, c'est du 6x30. Donc dès que ça dure plus de 30 minutes en comédie, c'est compliqué de tenir le rythme, mais le 6x30, et nous on avait très modestement, mais du coup on avait un concept sériel, c'est-à-dire on avait une arène très très forte avec un mec pris au piège, donc du coup normalement sur le point de départ on pouvait étirer. Alors que par exemple quand tu as une série qui est genre un meurtre au départ, s'il n'y a pas une arène super forte ou s'il n'y a pas plein de personnages, à aucun moment, ça c'est un peu ce que j'ai appris au CEA, mais du coup à aucun moment c'est une série. En fait, il n'y a pas de concept de série, donc c'est juste un début d'intrigue, un déclencheur, et les gars, pour essayer de tenir le fil, vont... alors c'est pas la faute des scénaristes, c'est souvent les diffuseurs qui demandent ça, mais d'ailleurs de moins en moins, on revient beaucoup, je trouve... sur les plateformes, on revient beaucoup à des unitaires. Beaucoup plus qu'il y a 4 ans. Il y a vachement d'unitaires, j'ai l'impression un peu plus. Ou alors à des projets, et ça moi j'adore, à des projets de mini-séries.
Ouais, j'ai vu là, il y a eu un appel d'offres par Arte il y a peu de temps, justement, ils demandaient à ce que ça soit complètement bouclé, c'est-à-dire c'est des séries qui n'amènent pas à avoir une deuxième saison, donc ça t'oblige effectivement, et sans avoir on va dire un nombre d'épisodes imposé, donc ça obligeait effectivement, je pense que c'était ce qu'ils attendaient, c'est ce que tu disais, c'est-à-dire d'avoir vraiment quelque chose qui soit direct, qui soit franc, et qui rajoute pas des sous-intrigues qui servent à rien pour juste faire durer pour durer, quoi. Notamment dans les thrillers, il y a beaucoup de séries, on sait déjà que ça va être une mini-série. Et d'ailleurs, si on regarde par exemple The Watcher sur Netflix, je ne sais pas si vous l'avez vu, de Ryan Murphy, et là je crois qu'il y a une saison 2 qui est commandée, alors qu'à la base, on voit qu'à l'écriture, il n'y a pas du tout de saison 2, et ça ne justifie aucune saison 2. Donc vraiment, je mets ma main à couper que la saison 2... je vois pas comment, mais j'attends, parce que moi j'adorais Ryan Murphy à l'époque de Nip Tuck et tout, donc j'attends de voir, vraiment je serais agréablement surpris, mais je vois pas comment sur le papier on peut faire une meilleure saison ou une aussi bien que la une, sachant qu'il y a rien qui appelle, j'ai l'impression que ça fait que dans les cheveux, quoi. Il y avait ça aussi avec Squid Game, en fait, où tu regardes la saison 1 et tu te dis... c'est ce que tu allais dire aussi, ouais. Parce que moi, ça a été exactement ce que je me suis dit. Je me suis dit, quand ils ont lancé une saison 2, je me disais, mais je vois pas où est l'intérêt, et surtout avec le même personnage. Ou alors, tu fais une redite en saison 2 d'un nouveau personnage qui va passer exactement par les mêmes étapes. Et là, effectivement, l'intérêt... Et ils sont intelligents, parce que les plateformes, ils le voient très bien. Ils le vendent comme des mini-séries. Beaucoup de thrillers sont vendus comme des mini-séries. Et donc, je pense que aussi, c'est pareil, toutes les plateformes... elles n'existaient pas il y a 20 ans, donc ils apprennent comme nous, très modestement, on apprend en faisant. Donc je pense qu'il y a beaucoup de séries il y a 10 ans qui étaient des 8 fois 1 heure et qui avaient 4 saisons, et au final ils se rendaient compte que ça baissait. Et aujourd'hui il y a pas mal de... Puis ça crée l'événement aussi, donc je pense qu'il y a un côté... voilà. Un côté. Ouais, un côté, deux côtés. Ouais, j'y pensais parce que tu parlais beaucoup comme quoi tu avais aussi des commandes. Comment tu gères aussi bien l'aspect commande que quand c'est une idée que toi, tu vas avoir par toi-même? Est-ce qu'il y a des différences entre les deux selon comment tu l'abordes? À part le film d'Artus, finalement, les commandes, c'était aussi une idée de moi, Clément, ou mes autres co-auteurs quand c'était... Moi, j'ai jamais été appelé, et d'ailleurs, ça m'a vachement manqué pendant les 10 ans où je galérais. On m'a jamais appelé pour dire tiens, on a ce scénario-là, est-ce que tu veux le reprendre, ou alors on va faire cette idée. En fait, j'ai jamais fait de commande pure. Après, sauf si on considère que, ce qui est le cas, le film d'Artus, c'est une commande à partir du moment où il voulait faire un film sur le handicap et qu'il nous a proposé de l'écrire. Mais n'empêche que de A à Z, après on a construit le film tous les trois. Ouais, je crois qu'en commande, j'ai pas mal de collègues scénaristes qui sont appelés sur des séries en saison 2, ou alors parce qu'ils étaient identifiés, on leur dit tiens, viens créer ça de A à Z à partir d'un livre, Moi, ça m'est jamais arrivé. Donc ça m'a manqué au moment où je gagnais pas ma vie, mais j'avoue qu'aujourd'hui, je suis plus libre parce que je sais que j'ai une discussion avec une pote qui est scénariste et qui me disait moi, je fais que de la commande, j'en vis très bien, c'est super. Par contre, j'ai jamais réussi à monter un projet perso. Ou un projet qui vient vraiment de moi. Donc en fait, voilà, on veut toujours ce qu'on n'a pas, mais au final, moi je suis content comme ça, mais j'étais pas content de pas avoir de commande, et aujourd'hui j'ai l'impression que même quand on me dit tiens, j'aimerais bien faire un film ou une série là-dessus, il y a une phrase de départ, mais après tout le reste est à construire, donc je peux pas vraiment considérer. Du coup, ça reste notre idée de départ, quoi. Ouais, complètement. D'ailleurs, je voudrais revenir sur ta méthodologie, sur un petit truc en plus. Vous êtes 3, tu disais que toi et Clément aviez plutôt les mains dans le moteur, mais ça ressemble à quoi et ça dure combien de temps, une séance de travail, quand vous étiez tous les 3? Les mains dans le moteur, c'est vraiment juste pour pianoter, parce que les séances, on a toujours fait avec Artus. Pour le coup, il était hyper impliqué, on sentait, ça c'est aussi agréable en fait, c'est d'écrire avec la personne qui va réaliser. Alors si c'est soi-même, voilà, on le sait dès le départ. Si c'est Artus, il y avait un truc où ça lui tenait à cœur, et ça c'est vraiment super agréable. Il savait en fait ce qu'il voulait mettre en scène. Il voyait, il imaginait tel décor en disant non, j'ai pas envie de décor comme ça, j'ai envie de ça, j'ai envie de ça. Donc nous, les séances, ça dépend en fait de son emploi du temps, mais des fois on se voyait 3 heures, une demi-journée, ou plusieurs fois par semaine. Des fois, pendant une semaine, on se voyait 3 fois ou 4 fois. Et puis des fois, parce qu'il était en tournée, on ne se voyait pas pendant une semaine. Nous, des fois, je sais pas, on peaufinait un truc du séquencier avec Clément, du scénario à l'écrit. Puis ensuite, on reprenait ensemble, on le déroulait ensemble pendant qu'on...
On écrivait et puis après on reprenait, on relisait avec lui soit le synopsis, soit le séquencier, quoi. Et est-ce que vous avez travaillé chaque personnage avec une trajectoire particulière? Parce que tu disais que vous en aviez gommé quelques-unes tu le disais un petit peu précédemment, mais vous l'aviez travaillé au départ pour chaque personnage ou vous vous êtes dit on va faire ça pour les 4-5 personnages principaux qui est vraiment une ligne de progression de A à Z? Les pensionnaires, ils n'ont pas trop d'évolution, c'est surtout les les moniteurs. Donc Marc, il en avait une parce qu'effectivement, il est amoureux d'Alice Belaïdi, pas de son personnage. Oui, et du coup, oui, voilà, de son personnage. Et donc, du coup, oui, bah pareil, petite parenthèse, ils avaient leur vrai prénom, à part Artus et la fraise et Clovis Cornillac, parce que c'était beaucoup plus simple pour eux, entre le plateau et pas le plateau, de les appeler par leur vrai prénom. C'est pour ça qu'elle s'appelle Alice, c'est pour ça que il s'appelle Marc et Céline. Et donc, du coup, chaque moniteur avait sa petite arche. Marc sur le fait d'être amoureux d'elle, d'y aller un peu avec les gros sabots quand elle est célib, et finalement de trouver, ça va très vite, mais de trouver l'amour à la fin. Évidemment que celui qui a la plus grosse arche, c'est Clovis, c'est la fraise. Et Alice, c'était ça, oui, ça a été dès le début. On s'est dit qu'il lui fallait quelque chose qui la retenait, qui la retenait de partir, et en même temps elle voulait partir. On montrait un peu les conditions de travail, que c'était dur. Donc il y avait ce truc avec son mec où elle n'arrivait pas à dire, un peu les non-dits, le mensonge et tout ça. Enfin voilà, ça c'est des trucs, un peu de scénarisme, mais on est obligé de rajouter du coup de la dramaturgie. Et pareil, je pense que je me demande si on n'en a pas gommé un peu pour eux au fur et à mesure de l'écriture. Je me souviens plus trop, mais par contre les pensionnaires ils n'ont pas énormément d'évolution en fait. Eux, ils n'ont pas de trajectoire. Il y a l'histoire d'amour entre Arnaud et Marie. Donc ça, pareil, c'était très écrit, hein, évidemment. C'était très écrit. Donc ça, c'est... Et par contre, il y a un truc, ça, je peux te dire un truc. C'est un petit secret. C'est que le personnage de celui qui dit fils de pute, qui est Ludovic, celui qui est chauve, et ben, au tout départ, en fait, on voulait faire un personnage de gros con. Parce qu'on s'est dit, il y a des gros cons partout, et même dans les personnes en situation de handicap. Et c'était juste un gros con. C'était vraiment le connard de base. Et en fait, au casting, Artus a rencontré Ludovic, qui a une vraie personnalité et tout. Et finalement, il est hyper attachant, donc il n'y a pas le côté gros con. On a gardé le côté, il dit des gros mots, mais c'est plus un bâtard. Et il a même coupé au montage un truc qu'on avait écrit où il était un peu salaud. Ludovic, et ça par exemple ça a été coupé au montage. Il n'y a pas eu beaucoup de trucs coupés au montage, enfin, il y en a eu quelques-unes, il y a eu 2-3 scènes, mais ça c'était une réplique qui était qu'en fait on a gommé, donc, parce que en fait ça servait à rien, c'était plus marrant comme ça. Tu disais au début quand tu as commencé à écrire que tu écrivais beaucoup pour toi, c'est-à-dire que tu t'écrivais des personnages que tu aimerais incarner. Dans un film comme Un petit truc en plus, ça se traduit comment? Ah bah là, pas du tout, pour le coup. C'est ça aussi, ce que je disais depuis 2018, ce qui m'a aidé, c'est d'écrire pour d'autres. Là, à aucun moment, je me suis dit que j'allais écrire pour moi. C'était pas mon... Et ça, d'ailleurs, ça libère vachement, en fait. C'est là où on libère un peu son ego. Et quand là, j'écris la série que j'écris pour France 2, ou quand de me dire que j'interpréterai rien sur le papier, ça veut pas dire que plus tard, je jouerai pas dedans, ou j'aurai pas... Mais sur le papier de départ, il n'y a pas de rôle pour moi, et j'ai pas envie d'en écrire pour moi. Et puis, de toute façon, la question se posait même pas avec Artus. Il interprétait Sylvain, j'allais pas jouer, enfin voilà, il y avait pas forcément je me suis pas dit que j'écrivais un rôle pour moi. Et ça, je trouve que ça aide beaucoup. Mais bon, là, je m'adresse que aux scénaristes qui sont aussi acteurs, parce qu'au final, un scénariste, il va pas se poser la question de... Par contre, moi, mais ça, tout le monde n'est pas pareil, hein. C'est-à-dire que je peux écrire le même projet avec quelqu'un, on aura la même vision, ça va être la même chose, mais dans notre tête, il va pas se passer la même chose. C'est que moi, j'aime bien imaginer un acteur pour écrire. J'ai besoin de fantasmer un acteur, même si c'est pas lui plus tard. J'ai besoin d'avoir un acteur en tête, et il se trouve, d'ailleurs, moi j'avais Clovis Cornillac en tête pour la fraise, mais ça c'est perso. On n'est même pas obligé de partager avec les autres. C'est vraiment la manière très personnelle d'imaginer le dialogue, ou d'imaginer le caractère, d'imaginer dans la scène. En fait, j'ai besoin, moi je visualise, donc j'ai besoin si je vois la scène, j'arrive pas à avoir un pantin blanc. En fait, j'ai besoin de voir un être humain. Très bien. Est-ce que tu as une dernière question, Maxence, avant qu'on passe sur l'acte 3 ? Ouais, pour justement rester dans ce sujet, tu dirais que les personnages que tu vas écrire, ils te ressemblent?
Alors, c'est une bonne question, parce qu'en fait, ça rejoint ce que tu disais, mais... Non, je réfléchis, hein, mais normalement, il ne faut pas laisser de blanc à la radio. Non, je réfléchis parce que... Attends, je vais faire une musique d'ascenseur pour que nos auditeurs... Non, mais... En fait, oui, parce que par exemple, là, la série que j'écris pour France 2, même si je joue pas dedans, il y a des personnages qui me ressemblent un peu, des fois, peut-être. Ou par exemple, il y a des personnages qui ressemblent à un membre de ma famille, ou dans ma tête, je me dis, tiens, il réagirait comme ça et tout ça. Mais, par exemple, sur un petit truc en plus, non. Même si des fois je peux être bougon, là vous le voyez quand je parle de séries où je on se fout de ma gueule quand je suis bougon, mais où je dis les séries, ça c'est de la merde, mais bon, et des fois peut-être en tête, mais comme on est trois en fait, finalement personne n'a le dernier mot et c'est Artus qui a le dernier mot comme est réalisé, donc il n'y a pas un truc où mais oui, je pense que quand j'écris un dialogue, je sais pas si Cornillac est bougon, peut-être que moi je vais m'imaginer le dire au moment, en fait ça m'aide à dialoguer. Mais c'est vrai que là, sur ce film-là, il n'y a pas un personnage qui me ressemble à proprement parler. Ce qui était complètement différent quand je voulais faire mon Woody Allen et que j'avais des héros hypocondriaques, râleurs ou machin, mais cyniques ou sarcastiques et que j'avais l'impression que c'était moi, quoi. Mais avant de passer sur la troisième et dernière partie du podcast, sur la formation que tu avais suivie de 5-6 mois, là, qui avait l'air vraiment passionnante, tu nous as donné une ou deux petites choses que tu avais, qui t'avaient vraiment secoué et remis, et t'avais un peu remis en cause pas mal de choses au niveau de l'écriture. C'est quoi les autres choses qui t'ont aussi vraiment frappé et interlopé, ça se dit? Qui ont remis ton écriture sur une autre voie avec cette formation? Déjà, il y a un truc très con, mais quand on est perdu, c'est de se dire qu'est-ce que veut le personnage. Parce qu'on a beau à des fois avoir de la bouteille et écrire, on se rend compte que des fois notre héros il est un peu trop passif, il n'est pas assez moteur. Je dis ça parce que c'est arrivé à plein d'autres gens sur d'autres projets, et des fois on me dit sur mes projets à moi, et je le sais, et on n'a pas envie de le voir, parce qu'on dit ah, non, machin, puis en fait si, c'est que notre héros, c'est bien de se poser la question quand même, qu'est-ce qu'il veut, parce que surtout quand on a un déclencheur qui n'est pas sa faute. J'en sais rien, moi, quelqu'un qui est enlevé, quelqu'un qui est, à qui il arrive quelque chose qui est pas, où le déclencheur n'est pas dû à lui. C'est pas genre, et d'ailleurs c'est quand même souvent le cas des déclencheurs, parce que c'est un truc externe, genre le mec a gagné au loto et tout, sauf que s'il a gagné au loto, il faut qu'il veuille quelque chose. Mais des fois, il y a quand même des trucs où on se rend compte que notre héros, il est vachement en contre, et que c'est souvent les autres qui... Et ça marche pas en fait. Ça marche pas parce que on se rend compte qu'il y a très vite un ventre mou et tout. Il faut toujours qu'il veuille quelque chose, quitte à changer l'objectif en cours de route. Mais et c'est débile. Que veut-il? Genre mon héros, c'est le b.a.-ba du truc. Et pourtant, en fait, j'ai l'impression qu'on a quand même souvent tendance à le perdre parce que on se retrouve pris au piège à se dire... Alors que dès qu'on se repose la question... Et sinon, j'ai appris un truc qui est incroyable, et que je dois rendre hommage à un prof qui s'appelle Vincent Robert, au CEA, à qui au début je l'ai détesté. Je lui avais dit, au début j'ai détesté, je comprenais rien à ce qu'il disait. J'étais là, c'est de la merde ce truc, c'est nul, parce que je trouve, et ça m'aide vachement, je trouve qu'en fait ça nous manque d'avoir en fait des tips et comme des exercices d'écriture, des trucs qui sont des règles et des trucs qu'on peut vraiment appliquer. Et ça, d'avoir quelques règles comme ça m'a vachement aidé. Et c'est notamment donc un truc de Vincent Robert, mais là je peux pas le montrer. En fait, c'est un tableau. Enfin, je peux l'expliquer, mais je peux pas le montrer. En fait, c'est un tableau de réseau de personnages. C'est-à-dire, il y a tous les personnages, on va dire les 10 principaux, même les secondaires et tout ça, mais bon, les 10, au maximum 10, dans une colonne à gauche. Et après, il y a quel est le rapport de ce personnage par rapport au sujet du film ou de la série, ensuite par rapport au thème du film, et ensuite c'est quoi son objectif, c'est quoi son moyen de l'obtenir, c'est quoi ses obstacles et tout. Et déjà, dès la première ligne, en général, à 99% du temps, sur tous les projets, on fait « OK, en fait, il y a un problème ». C'est-à-dire qu'on n'arrive pas, je dis on, moi, mes co-auteurs, tout le monde, on n'arrive pas en fait à voir la relation de tel personnage par rapport au sujet. Et en fait, on se rend compte tout le temps qu'on n'a pas réussi à définir le sujet. C'est-à-dire de quoi parle concrètement le film. C'est pas la thématique et tout ça. De quoi ça parle en fait? C'est quoi le sujet? Est-ce que c'est
je sais pas, l'estime de soi? Est-ce que c'est le mensonge? Est-ce que c'est de quoi parle le truc en un mot, enfin en un ou deux mots, pas en une ligne, pas résumer la série ou le film, vraiment en un mot, de quoi parle, c'est quoi le sujet de ce film, de quoi ça parle. Et du coup, quand tu as réussi à faire ça et à délimiter le sujet de ton projet, et putain, après, tu es là, tu as l'impression d'être un génie, parce qu'en fait, tu déroules tes personnages en fonction du sujet, et du coup, tu te dis, ah bah, par rapport à ça, et j'ai besoin d'un personnage comme ça. Donc, mon antagoniste, il va être beaucoup plus intéressant s'il est comme ça, ou par exemple, mon héros, il va être beaucoup plus intéressant de faire telle profession. Si mon sujet, c'est ça, et c'est, je sais pas quoi, il y a 1000 exemples, mais si c'est ça, c'est beaucoup mieux qu'il soit dans telle merde financière, artistique, professionnelle, familiale à cet endroit-là du film. Et donc, en fait, ce qu'on avait l'idée de début, on a dit, en fait, c'est un gars, il est comme ça, il fait telle profession. Bah non, en fait, c'est beaucoup plus intéressant par rapport au sujet de le placer, évidemment, dans la pire merde possible au départ. Et donc, du coup, ça te fait changer. Et c'est pour ça que ça aide vachement de rester sur le pitch de 5 lignes. Parce que si tu commences à écrire, tu vas t'embourber, alors qu'en restant sur le pitch de 5 lignes, en général, tes 2 premières lignes, c'est quoi ton héros, il est comment, à quel point de départ, et c'est quoi son déclencheur. Et donc, du coup, ça, une fois que tu as identifié ton sujet, bah, tu peux dérouler tes personnages. Et alors, pour le coup, les personnages secondaires, on va dire, ça peut venir plus tard. Mais en tout cas, sur un petit truc en plus, du coup, c'était. On l'a pas fait. Tu vois, pour le coup, on l'a pas fait parce que là, je parle sur les autres projets. Enfin, ou alors, est-ce qu'on l'avait fait avec Clément? Parce que, attends, je me réfléchis, parce que ça, c'est un truc entre nous, tu vois, je sais même pas si on l'avait fait entre nous, parce qu'en fait, comme il y avait l'idée qu'il allait jouer Sylvain, que le sujet, là, on l'avait, c'était le handicap, ou les faux semblants, enfin, tu vois, bref, il y avait un truc, en fait, je vais pas dire de bêtises, j'ai pas de souvenir qu'on l'ait fait pour ce projet-là, donc c'est effectivement l'exception. Parce que c'est vrai que tu vois, sur un petit truc en plus, je te coupe, mais d'accepter la place qu'on a dans ce monde, moi je trouvais que c'était un truc qui caractérisait vraiment tous tes personnages, en fait. Tu vois c'est bien après coup, des fois, les gens analysent mieux. Même des fois, l'œuvre d'un réal, elle va être mieux analysée par un critique de cinéma que par un livre. Mais oui, ça, par exemple, tu vois, je suis même pas sûr que je me l'étais dit ou qu'on se l'était dit avec Clément Artus, mais la place dans le monde, oui, c'est peut-être une manière de résumer le film. Mais, bah, ça se trouve, on aurait super bien maîtrisé le sujet, on aurait fait le tableau, j'en sais rien, peut-être que ça aurait été encore mieux, ou je sais pas même. De toute façon, ça n'a pas changé la belle carrière du film, donc de toute façon, je vais te dire, au moins, t'es tranquille là-dessus. Mais ça, c'est la tambouille interne, c'est pas des trucs que le spectateur va voir, mais n'empêche que, en tout cas, moi, ça m'aide quand on est perdu dans un projet. Et il y a aussi un truc qui est pas mal, c'est un autre prof, à chaque fois je dis leur nom, mais ça permet, c'est Cédric Salmon qui nous avait dit d'imaginer la bande-annonce du projet, quelle qu'elle soit, un film ou une série. C'est vachement intéressant d'imaginer la bande-annonce du projet. Parce que souvent, dans la bande-annonce, tu as le point de départ en 30 secondes, même pas, en 17 secondes, une bande-annonce de 2 minutes, où tout de suite le déclencheur. Donc, en fait, déjà en imaginant les 30 premières secondes de ta bande-annonce, bah, ça permet de voir un peu le projet. Et la tâche, lui, il appelle ça la tâche du projet. Il nous avait pris l'exemple, par exemple, de Argo, le film de Ben Affleck, où le pitch, enfin, pour les gens qui l'ont vu, c'est le truc, une prise d'otage dans l'ambassade iranienne et des agents. Et en fait, ils se rendent compte que pour libérer les otages, ils vont se faire passer pour une équipe de cinéma. Donc en fait, la tâche, il nous disait la tâche d'Argo, alors que sur le papier, tu regardes le début de la bande-annonce et tu te dis, une prise d'otage en Iran dans les années 70, un film de Ben Affleck, et en fait, il nous disait, en fait, c'est une comédie. Et c'est vrai que d'ailleurs, tu ressors de Argo, bah en fait, c'est marrant, les mecs, c'est des faux semblants, ils ont des fausses caméras et tout ça. Alors, en fait, la tâche d'Argo, comme ils se font passer pour et tout ça, en fait, c'est un peu, on se fait passer pour une équipe de cinéma, et donc du coup, là, les 3/4 du film, en fait, c'est plutôt une comédie. C'est des gens qui font semblant d'interpréter des trucs. Alors que sur le papier, donc encore une fois, ce qu'il appelle la tâche du film, ce qui va être le cœur du film après le déclencheur, ben, c'est pas donné à tous les projets de l'imaginer en 2 secondes. Quand on a un pitch de départ avec un déclencheur, bah, putain, la tâche, en fait, il faut quand même creuser. Il faut se dire, bah, en fait, c'est quoi le cœur du film? Qu'est-ce qui va se passer après le déclencheur? Qu'est-ce qu'il va faire, notre héros? Qu'est-ce qu'il va... Et du coup, c'est quoi? Il va, je sais pas moi, trouver des amis pour faire semblant de rentrer dans une secte. Il va, je sais pas quoi, il va
faire semblant d'aimer ses enfants pour reconquérir sa femme, et en fait, il va se rendre compte qu'il aime bien ses beaux enfants. Enfin, je sais pas, n'importe quoi, j'invente, mais ce que je veux dire, c'est que du coup, ça. Alors, en général, évidemment, dans une comédie, on voit à peu près dès le début que ça va être une comédie, même s'il y a des mélanges des genres. Moi, j'adore les mélanges des genres. Mais c'est un bon exercice d'imaginer la bande-annonce et de se dire, bon, bah, ok, du coup, après les 30 premières secondes de bande-annonce, qu'est-ce qu'on voit, quoi. Très bon conseil, effectivement. On va passer à l'acte 3. Maxence, je te laisse inaugurer acte 3. On va parler contrat, argent, agent, tout ce qui rime avec Jean, en fait. C'est ça. Mais oui, bah du coup, au niveau de tout ce qui est salaire, implication, quand on a un succès aussi gros qu'un petit truc en plus avec plus de 10 millions. Bah, t'as un petit truc en plus sur ton compte déjà. Oui, mais... Excusez-moi, c'est tout pour moi. Caveau de la République, tous les mardis soirs. Il se résume à quoi, ce petit truc en plus, justement? Alors, pour l'instant, moi, non, sur le film. Après, on verra plus tard, parce que je crois que les droits, c'est plus long. Plus long. Mais par contre, je pense que moi, il y a beaucoup de projets que j'avais signés avant. Ce qui m'a vachement aidé depuis un petit truc en plus, c'est que j'ai rencontré beaucoup plus de producteurs. Et je pense que je suis plus facilement identifié. Même si... c'est normal, toute la lumière, elle était sur Artus, parce qu'il a coécrit, c'est son film et qu'il joue dedans. Mais par les professionnels, donc je parle pas du tout par le grand public, mais par les professionnels, forcément, à partir du moment où on a écrit un film qui fait 10,7 millions, on est un peu plus identifié. Donc moi, je pense que ce sera peut-être plus simple pour obtenir un peu plus d'argent sur des options, sur notamment, ce que je disais, signer un truc sur... Il n'y a pas moyen, gars, que je te rende 10 pages sans être payé. C'est-à-dire que c'est de vendre un projet sur 5 lignes, et puis après, on s'entend sur un contrat, quoi. Ouais, c'est ce que tu disais en préambule, que justement tu étais un chouillard monté par rapport à ça, et qu'effectivement il y a des producteurs qui ont tendance à faire travailler énormément. Sous-entendu qu'une fois que j'aurai une bonne version de 10 pages. Ouais, la Guilde, il y a eu un truc il y a un an où je crois que il n'y a plus le droit d'envoyer. Il y a eu un truc de la Guilde truc des scénaristes, là, je sais plus quoi, l'année dernière. Il y a eu des tarifs un peu minimum. Okay. J'accepte les deux, on va dire. Au bout d'1h15 de podcast, tu as le droit de fourcher. De salaire et tout. Mais c'est vrai que je trouve que quand on est jeune auteur, les prods ont un peu tendance à dire vas-y, envoie-moi un sino. Là, t'envoies 8 pages, pas payé, et après on te le fait retravailler en te disant ah, si ça me plaît, après le retravail, on te paiera une option. Ça, les gars, c'est pas possible. En plus, c'est même pas c'est du fonds de soutien. Enfin, c'est même pas leur argent. Donc ça, moi, je trouve que ça devrait. Il y a aussi les producteurs qui disent attends, je l'envoie dans une chaîne, et s'il y a un intérêt, là, je te signe une option, ce qui devient complètement fou. Oui. Quoi. Ouais, et puis il y a un autre truc. Moi, j'allais dire, je devrais pas le dire, mais je vais le dire quand même. Mais il y a un truc, je trouve. Mais là, c'est contre aucun producteur en particulier. Mais je trouve que ce serait plus sain comme écosystème. Là, c'est vraiment à titre personnel. Hein. J'en ai jamais parlé à personne. Ça, mais... Ah si, j'en ai parlé à des auteurs, mais ils étaient d'accord avec moi, évidemment. Mais des producteurs, il y a des producteurs avec qui je m'entends bien. Je ne sais pas ce qu'ils en penseraient, parce que si ça se trouve, je n'ai pas tous les tenants et les aboutissants. Et il y a peut-être des trucs que je ne sais pas, je ne connais pas, très modestement. Mais je trouve que ce serait plus sain que le fonds de soutien que reçoivent les producteurs soit versé genre sur un compte qu'ils auraient en ligne sur le CNC, c'est-à-dire il y aurait une enveloppe débloquée par chaque boîte de prod en ligne sur le site du CNC, et ils les débloquent pour les auteurs. Plutôt que de recevoir la somme sur le compte du producteur, et là, le producteur en fait ce qu'il veut. Parce que sinon, les producteurs, ils ont toujours tendance à dire non, mais là, on n'a pas d'argent, machin, et tout ça, alors que bon, s'ils ont eu un projet l'année d'avant, évidemment qu'ils ont du fonds de soutien et qu'ils ont de l'argent. Et donc, je trouve que ce serait plus sain que, en fait, il y ait vraiment l'argent soit débloqué uniquement à l'auteur via le CNC, mais ce serait voilà. Enfin bon, ou alors qui mettent en place alors c'est pareil, je suis pas toujours au fait de tout ce qui se passe sur le CNC, mais qui a un fonds de soutien qui soit uniquement dédié à la prise d'options pour des producteurs. C'est-à-dire que quand tu as produit 1, 2, 3 films dans l'année, tu as une enveloppe, je sais pas, 10 000 balles au CNC, et qu'avec ces 10 000 balles-là, tu peux optionner 2 projets dans l'année, tu vois, comme tu dis, qui reviennent directement. C'est censé être le cas. Normalement, le fonds de soutien, ils sont censés le mettre. Mais bon, ils le mettent aussi pour le développement de films, donc c'est comme quoi... c'est pour ça, tu vois, que je dis ça, tu vois, c'est l'argent, il passe souvent plutôt dans le dev que dans l'écriture, en tout cas dans l'option.
Non, mais je tire sur personne là. J'ai pas de grief contre des producteurs en particulier. Je dis juste que je trouve que des fois c'est pas clair et que ce serait peut-être plus simple de faire ça. Quand tu signes ton contrat de coécriture avec pour un petit truc en plus, est-ce que tu passes par un agent et quelles sont les clauses un peu spécifiques peut-être de suite qui sont intégrées ou pas? De suite, c'est-à-dire de suite du film? Ah bah un petit truc en plus 2 quoi. Est-ce que c'est comme les contrats américains ou de série où t'as déjà l'éventualité qui est intégrée ou pas? Non, nous même, je pense que de toute façon Artus veut pas faire de suite, mais contractuellement on n'a pas de comme l'idée de départ vient de lui de faire un film sur le handicap, on n'a pas du tout de préemption sur une suite. Je crois pas. Enfin, non, je suis quasiment sûr. Enfin, c'est sûr que non. C'est sûr que non. Mais nos agents n'avaient pas négocié ça non plus. Après, il se trouve que pour le coup, Artus, je pense qu'il a raison de ne pas vouloir casser le jouet et la beauté du truc. C'est que déjà, une suite, qu'est-ce qu'il raconterait dedans? Parce que vu que son personnage, il est grillé, il va faire quoi? Ça veut dire qu'il va plus faire Sylvain, alors qu'une énorme partie du film repose sur la drôlerie qui joue Sylvain. Donc du coup, qu'est-ce qu'il jouerait dans une suite? Il serait juste mono comme à la fin, avec eux. Bon, après, s'il trouve une idée et qu'il le fait, moi, je serais le premier spectateur et le premier. Mais d'emblée, il avait dit qu'il voulait pas parce qu'il disait qu'il savait pas quoi raconter. Surtout qu'en général, les suites, c'est toujours ta nana en vacances, alors que comme toi, ils sont déjà en vacances dans le premier épisode, finalement, t'es tranquille, t'as déjà intégré la totalité, quoi. Et qui négocie du coup ta rémunération sur ce contrat-là? C'est le prod qui donne un chiffre, c'est Artus qui négocie, c'est ton agent qui dit non, attention. C'est pas Artus, non, c'est notre agent avec les producteurs. Il se trouve que là, comme on était deux avec Clément, on n'a pas le même agent, mais nos agents s'étaient coordonnés pour après, c'était une enveloppe globale, je sais pas combien elle était, mais du coup, qui comprenait aussi le salaire d'Artus, qui était beaucoup plus ce qui est normal, célèbre que nous. Donc après, je sais pas du tout comment ça s'est passé là. Moi, je sais juste comment ça s'est fait entre Clément et moi. Et voilà. Et j'ai une autre question. Moi, je travaillais à l'époque avec Magnin et Charlot qui venaient de sortir de Bienvenue chez les Ch'tis, justement, qui était à peu près dans la même configuration que ce que vous avez avec Artus, c'est-à-dire finalement une tête d'affiche et deux co-scénaristes pour appuyer derrière. Et vu le succès du film, ils avaient une rallonge. Est-ce que toi, tu vas avoir une petite rallonge qui va te permettre de nous inviter après au soleil avec Maxence? Une rallonge, non, je sais pas. Je sais que par contre, il y a un minimum syndical de droit c'est un minimum syndical. Hein. C'est comme un acteur qui gagne 350 € par jour sur un tournage. Nous, on a le minimum syndical. Clément et moi en droit, mais je sais pas du tout combien ça représente parce que encore une fois, ce sera sur ce qu'a gagné le producteur, pas le distributeur et pas les autres copros et pas non plus les chaînes, enfin tous les autres, pas les financiers et tout ça. Ce sera vraiment juste entre moi et entre nous et le producteur. Et donc ça, moi j'ai pas du tout les chiffres, je sais pas du tout. Donc voilà. Donc nous on aura un petit pourcentage sur ce que eux auront gagné une fois la reddition des comptes. Je crois que c'est en décembre les trucs. Donc après ce sera plutôt à l'année prochaine. Mais j'avoue, j'ai pas d'infos, pas de nouvelles et je sais pas du tout. Je suis pas tout ce qui est administratif, moi, je comprends rien, ça me saoule et tout, donc j'avoue, je suis pas. C'est comme nos anciens ministres du budget alors. Ouais, Thomas Thévenoud, qui avait une phobie administrative. Ouais, non, je sais pas. Je peux pas vous faire rêver et je peux pas encore rêver. Donc. Tu nous disais en début de podcast que justement ça a été pas forcément fluide de faire ce film, enfin en tout cas de trouver les producteurs, justement que ça se fasse. Pour nous, ça a été très fluide. Hein. C'est que Artus disait que ça avait été dur de trouver les financements et tout ça. Okay. Mais les prods, eux, ils ont un regard en disant ce qui était dur, c'était le distrib. C'était parfois peut-être le casting et tout, mais vu qu'M6 a été un partenaire sur le film hyper généreux, ils ont tout de suite été enthousiastes. L'équipe de Rémi Jiménez et tout, qui sont super, ils ont été enthousiastes. Je ne sais pas du tout combien ils ont mis. Hein. Le plan de financement, je pense qu'il doit être, il doit être sur le film français ou je sais pas quoi. Enfin, je ne l'ai pas, donc je ne sais pas combien ils ont mis. Mais Canal est venu aussi assez vite et tout. Donc en fait, je crois que c'était plutôt le distributeur. Et que comme il n'y avait pas de MG, à la fin, ils ont dû faire des copros. Ils ont dû, je crois qu'il y a des Sofica, et ils ont dû faire des copros avec 3-4 producteurs indépendants
Enfin, c'est public, hein, il y a Cabo, il y a Sameplayer, il y a... je sais plus les autres, j'oublie, mais Echo Studio et tout ça. Et donc du coup, ils ont dû faire des copros pour compléter le budget parce que le film demandait, avec les acteurs, qui étaient aussi logés avec leur propre... comment ça s'appelle? Pas leur moniteur, mais leur... Leurs accompagnants? Ouais, voilà, leurs accompagnants qui devaient les accompagner sur le tournage. Chacun avait son propre accompagnant. Et le temps de tournage étant plus long aussi, c'est ça qui faisait que le film... Parce qu'au final, vu le succès, on dit que c'est un film pas très cher, il coûtait 6,7 millions. Mais 6,7 millions pour un premier long, il y a plein de longs qui sont entre 3 et 5 millions, voire pas moins. Donc du coup, finalement, le budget était quand même... parce qu'il y a eu pas mal de temps de tournage. Et à juste titre, parce que c'est ça qui fait qu'après les scènes sont bien, sont réussies, qu'ils ne sont pas pressés et tout. Mais finalement, même si au regard du succès, c'est un film pas cher, pour un premier long, c'est un budget qui était correct. Mais sauf qu'ils avaient du mal voilà, ils ont dû faire appel à des copros. Bon, ça, de toute façon, encore une fois, c'est de la... Je le dis parce que ça m'intéresse et que je m'y suis intéressé, mais normalement, les producteurs seraient mieux à même de répondre que moi. Du coup, il n'y a pas eu de coupe au niveau de ce qui était prévu de faire à l'écriture jusqu'à la production? Nous, on avait un avantage, c'est qu'on était quasiment dans un lieu unique. Donc, c'est vrai qu'on n'a pas dû... Moi, c'est vrai que quand j'écris, toujours un peu de mal à ce qu'on dise vas-y, fais ce que tu veux et on verra plus tard avant le tournage. Ça, c'est vraiment relou. Donc, moi, j'essaye vraiment de me dire que tel décor, ce sera pas possible ou possible. Mais là, sur le film, non, il n'y a pas eu de coupe par rapport au budget. Des fois, en fonction du lieu, une fois qu'ils avaient fait les repérages, des fois on mixe des décors, ce qui arrive sur tous les projets, ou alors on coupe un truc, ce que je disais au dernier moment, à un moment il y avait des flics qu'on voyait qui revenaient ou je sais pas quoi, ça a été coupé, ça a même été, il y a une scène même avec des flics qui revenaient, qu'on n'avait pas coupé au scénario, mais qui a été coupé au montage, qui mettait un peu de tension à des moments pour faire repartir un peu, et finalement... il a écrémé Artus à juste titre parce que voilà, il trouvait que ça, en fait, ça faisait pas avancer l'histoire et que ça apportait pas masse de suspense parce qu'au final, comme on est avec eux, en fait, on n'est pas sur un film à suspense en disant mon Dieu comment il va s'en sortir. C'est pour ça que je disais on a écrémé la dramaturgie et tout ça parce que Quand tu sors d'un succès comme un petit truc en plus, comment toi tu gères un peu cet après, parce que comme tu le disais, du coup tu es plus identifié par les prods, j'imagine que on te propose d'autres choses, la tentation est peut-être de prendre beaucoup de choses, parce que comme tu dis, quand on sort de 10 ou 15 ans de galère, on a envie que tout voit le jour, on se dit putain mais j'ai telle idée, on vient de me proposer ça. Comment toi tu fais le tri et comment tu te mets dans une nouvelle... on me reconnaît pas dans la rue et donc je le vis. Mais par contre, j'ai refusé. Je pense qu'évidemment, j'aurais jamais fait ça il y a 3 ans, quand j'avais besoin d'argent, ou il y a 4 ans, je sais plus combien j'avais. Mais j'ai par exemple refusé une commande, par exemple une commande où on m'a dit tiens, est-ce que tu veux écrire pour tel acteur humoriste, et la personne, si respectable soit-elle, c'est pas forcément ma came d'humour. Et avec Clément, en fait, on a dit non, parce que... et puis c'est pareil, c'est pas comme si on nous offrait un pont d'or. C'est-à-dire qu'à la base, c'est genre une commande, mais c'est genre une idée de film. Donc en fait, ça aurait été payé de la même manière sur une idée de synopsis, donc une option. Et donc c'est pas ça qui permet d'en vivre avant que le film se fasse. Donc de toute façon, on refusait pas un chèque en or. Peut-être si le film s'était fait, forcément on aurait gagné notre vie avec ça. Mais en fait, on ne s'est pas senti de le faire parce que voilà, c'était comme un accord avec le producteur qui nous a proposé, avec qui on s'entend très bien et tout ça. Mais en fait, on ne se voyait pas écrire une comédie pour quelqu'un qui ne nous fait pas particulièrement rire. Ça se trouve, il est hyper sympa. Je le connais pas, il est peut-être hyper sympa et tout, mais bon, en vrai, on regarde ce qu'il fait, ses sketchs et tout. Ça nous fait pas rire, c'est pas notre type d'humour, ça fait rire plein de gens, ça marche. Donc en fait, il y aura des gens qui meilleurs que nous pour le faire. Et donc voilà, ça par exemple, j'ai refusé. Après, il y a aussi des projets que je fais pas parce que je pourrais les lancer, mais soit j'ai pas le temps. Par contre, le succès du film, effectivement, moi j'ai toujours voulu réaliser, donc j'espère que ça va me permettre de faire un... Ouais, ça serait pour toi l'étape d'après, ça serait de pouvoir du coup effectivement d'avoir complètement les mains dans le moteur. Moi c'est ça, et l'étape d'après aussi, c'est que là on est, alors j'espère, je croise les doigts, c'est que la série que j'écris pour France 2, normalement on rentre en tournage en
janvier. Donc ça, je l'ai écrit, c'est du 6x52. Donc là, voilà. T'es encore avec Clément, t'es tout seul? Non, là, je suis avec Florent Meyer. Je l'ai créé avec Florent Meyer. Je suis pas avec Clément. Florent Meyer, et il y a Mathilde Anzelin qui nous a rejoint à l'écriture après le pilote. Et ça va être cool d'avoir sa propre série en prime sur France 2. Voilà, France 2, c'est très agréable de bosser avec eux. Franchement, c'est super agréable. Alors, c'est un autre public, mais en fait, c'est bien parce qu'on sait à qui on s'adresse. C'est un autre public que les plateformes. C'est un public qui est plus âgé, qui est plus. Mais là, on fait un truc un peu marrant, un peu nouveau, on va dire. Donc, j'ai hâte de voir. J'ai hâte de voir ce que ça donne et c'est hyper agréable. Enfin, parce qu'au final, j'ai pas créé de série en fait. Enfin, j'ai tellement lancé de projets machin, mais j'en ai créé plein, mais qui se sont faits et qui sont entrés en tournage. Ça prend tellement de temps qu'en fait, ça m'est jamais arrivé encore. Donc, du coup. C'est pour ça que c'est long. C'est là, tu te dis, putain, ça fait 15 ans que j'écris. Et surtout, ce projet-là, c'était un projet que je voulais faire de film il y a 15 ans. Et on a complètement twisté le machin. Mais c'est quand même un truc que j'ai recyclé. La série France 2, il y a plein de trucs qui ne ressemblent pas, mais il y a quand même plein de trucs qui ressemblent. Et c'est une idée de film que j'avais vraiment il y a 15 ans. Et qui était un film un peu pour enfants. Et qui est aujourd'hui un truc pour France 2 pour des gens qui ont 70 ans. Donc c'est vraiment pas du tout le même public, mais il y a toujours cette héroïne qui est la même. Et donc, une héroïne dans une série, c'est quand même pas des moindres. Donc du coup, l'héroïne est toujours le même personnage. Je vais pas la pitcher parce que on n'est pas encore en tournage, mais non, il y a encore. Donc comme quoi, il faut aussi recycler ces projets. Excuse-moi, je sais plus si tu l'as stipulé, mais est-ce que tu vas réaliser un des épisodes ou là tu restes en place? Il y a une réal, ils vont tout cross-border. C'est une réal qui s'occupe des 6 épisodes, mais j'ai jamais essayé de me placer et je suis vraiment pas sûr. Je pense que c'est plus facile que je réalise un long métrage, vraiment, que une chaîne me fasse confiance sur une série en prime, alors que ce que j'ai réalisé, en fait, c'est plus facile finalement de réaliser un premier long. Bah non, on fait confiance à un auteur que là, déjà, j'ai jamais réussi, j'ai même pas pensé, mais en plus, vraiment, c'est impossible qu'on m'ait confié un prime. Une série de prime time France 2 qu'on me l'a confiée à moi en réel. Ça, de toute façon, ce sera passé. Juste Milan, tu parlais des options pour les synopsis de long métrage. On a déjà abordé la question dans un précédent épisode. On sait que sur les séries, ce qu'on avait constaté avec nos interlocuteurs et puis ce qu'on a vécu avec Maxence et moi, c'est à peu près entre 1500 et 5000, 6000 quand t'es pas connu, quand t'as pas un gros nom. Sur long métrage, l'option, est-ce que c'est à peu près dans les mêmes ordres de prix ou ça monte un peu plus parce que c'est un long métrage? Ouais, non, je crois que c'est pareil, c'est ça. Il me semblait, c'est pour ça, mais en fait, j'ai pas les chiffres exacts, mais il me semblait qu'il y avait le truc de la convention, la guilde, je sais pas quoi, il y avait un minimum maintenant pour une Bible et tout. Mais après, en une phrase, je pourrais parler un truc des Bibles parce que c'est pareil. Alors, je vais répondre à la question sur le long métrage, mais il y a un truc aussi où, avant, on nous faisait écrire des options avec des Bibles où il y avait genre toutes les arches et tout, alors qu'on n'avait même pas vendu le concept à un diff. Ça n'a aucun sens. Ça, et j'espère que les prods aujourd'hui ils s'en rendent compte que ça n'a littéralement aucun sens d'aller écrire une Bible de 15 pages de série alors qu'on n'a même pas de diff et qu'on n'a même pas vendu le concept. Qu'on fasse le concept avec un petit sino éventuellement de pilote et des éléments d'arche de personnages, pourquoi pas? Mais c'est impossible d'écrire une Bible de 15 pages alors que ça s'est fait pendant 10 ans, 15 ans, d'écrire des Bibles de 15 pages en disant tiens, on va aller voir un diffuseur. Mais c'est pas possible. Encore 15 pages, t'es presque encore gentil, parce que moi, quand il y a très longtemps, j'ai vu des bibles de 30, 40 pages chez des producteurs, quoi. Aucun sens, en fait. On n'est pas payé pour. Là, les auteurs, ils étaient payés 5000 balles pour écrire 30 pages, alors que normalement, des arches, c'est au moins 30 000. Mais c'est beaucoup trop de temps d'investissement. Et ça, par exemple, Florent Meyer, qui a beaucoup plus d'expérience que moi, qui est super fort, mon co-auteur sur la série, là-dessus, ce qui est bien, c'est qu'il peut imposer ça. Il peut dire au producteur, parce qu'il a de la bouteille et qu'il a fait 10 séries, que là, il bosse sur plein de séries connues et tout, il peut se permettre ça. Et ça, c'est aussi vachement agréable d'avoir comme une sorte de mentor qui peut tenir, enfin pas tenir tête, parce que on n'est pas non plus dans un truc conflictuel. Non, mais qui équilibre une discussion entre un producteur et un scénariste, quoi. Exactement, de dire, mais vous pouvez pas faire travailler 1 an et demi pour une option des auteurs, déjà sans les avoir optionnés, et surtout sans diff, sur des docs de vente qui sont beaucoup trop longs et qui donnent le bâton pour se faire battre. Et quel est l'intérêt d'aller se poser la question de ce qui va se passer au 6e épisode avec le personnage secondaire, alors que juste ce qu'il faut, c'est vendre un concept à un diff. Donc, et en plus, le diff maintenant veut un casting. Donc
pas les chaînes, c'est pour ça que c'est agréable de bosser avec une chaîne, mais toutes les plateformes, elles veulent en plus une star, alors que la star, elle a aucune raison, sachant qu'elle reçoit 1 milliard de projets dialogués, terminés, d'aller s'engager sur une bible d'un auteur qu'elle connaît pas forcément. Donc ça, c'est sans fin. C'est vraiment le serpent qui se mord la queue. Et j'en profite, je fais juste une petite aparté pour nos auditeurs et nos auditrices, c'est que dans les prochaines semaines, début 2025, on va recevoir aussi, nous, des diffuseurs, on va recevoir des producteurs dans le podcast et on va pouvoir effectivement venir éclairer aussi cette nouvelle tendance qui consiste à, effectivement, tu vends plus qu'un projet, tu vends le projet et son casting, ce qui est très nouveau quand même. Et comme tu dis, avec exactement ce que tu disais sur le serpent qui se mord la queue, c'est-à-dire que un acteur connu ne viendra que s'il y a une continuité dialoguée, et par contre, la continuité dialoguée, c'est donner un bâton quand tu vas en chaîne, parce que tu as plein d'endroits où on va venir te mettre des petits coups de bâton en disant ça va pas, parce que tu en as donné trop, quoi. Ben ouais, et puis le problème, c'est que ça fait du coup des projets qui sont en fait des trucs écrits par des potes de la star ou par des gens qui connaissent déjà, et donc c'est très dur pour des jeunes scénaristes qui sont pas connus en fait d'aller vendre un projet sur plateforme, quand bien même ils ont un prod, le nombre de prods qui envoient des projets à des plateformes en disant ça c'est super, on va le vendre, et en fait personne le vend, quoi. Personne le vend parce que la plateforme elle fait je sais pas combien, elle fait combien, 15 séries par an, elle lance 100 devs, enfin je sais pas, hein, je dis n'importe quoi, mais, de tout ce qu'elle reçoit, évidemment qu'elle va prendre celui avec la star associée qui est déjà au casting. Elle a aucune raison d'aller... Mais moi, ce que je trouve un peu paradoxal dans ce truc-là, c'est que le diff pourrait aussi se dire, comme le font les chaînes RTN, de dire, attends, si on a un bon document, on a évidemment qu'on réussira à choper un casting. Donc pourquoi développer forcément un projet avec une star associée alors que les chaînes RTN arrivent très bien à trouver du casting après coup, quoi. Donc moi je pense que la grosse tendance, je pense, du futur va être ça, c'est-à-dire d'avoir des plateformes ou des diffuseurs qui vont faire un peu abstraction du casting, ce qu'avait fait très bien OCS avec pas mal de séries qu'ils ont faites où le casting était ultra confidentiel, mais les séries étaient juste d'enfer, quoi. Ouais, j'espère aussi. Écoute, on va arriver tout doucement à la fin de notre de traitement à nous. Maxence, je te laisse la place pour les dernières petites questions. C'est ça, donc on a une tradition qui se met en place maintenant. En gros, si tu veux, je vais te poser 3 petites questions. Si tu peux nous répondre au tac au tac, même si, pour la première, tu nous as déjà donné ta réponse. Je vais te la poser autrement, du coup, parce que c'était... Quelle est ta série préférée de tous les temps? En l'occurrence, j'avais film, mais comme tu nous as dit que c'était Titanic, quelle est ta série préférée? C'est Friends. Friends. Alors, le scénario que tu aurais aimé écrire? Peut-être Titanic. Hein. Ouais. Franchement, c'est tellement bien écrit. Il y a tout, en fait. Je l'ai dit tout à l'heure, mais il y a tous les genres dans le film. Donc, Et ton dernier coup de cœur cinématographique? Ça peut être une série aussi, si ça ne te vient pas. Ouais, c'est vrai que pourtant je vais beaucoup au cinéma, mais j'y vais moins qu'avant. Mais mon dernier coup de cœur cinématographique, c'est horrible. Je vais 4 fois par semaine au cinéma et je regarde que des séries et je suis incapable de répondre. Je note, j'ai un top 10. Tiens, vas-y, tiens. Attends, dans ce cas, moi je veux bien le top 10 alors, de ce que tu as vu. Oui. Alors, top 10 cinéma, non mais je le fais chaque année sur Instagram, même si j'ai 0 follower, je le fais pour moi. Et donc, pour l'instant, dans mon top 10 provisoire, mais c'est pas dans l'ordre. Très bien. J'ai le Bayona sur Netflix. J'ai oublié le nom, le truc des neiges. Ah, c'est le remake de Alive, la version avec... voilà. J'ai voulu faire du name dropping et j'ai complètement raté mon truc. Le crash d'avion dans la cordillère des Andes. Voilà. Mais c'est pas dans l'ordre, encore une fois. C'est pas dans l'ordre du tout chronologique. Ça se trouve, il sera 10e. Et voilà. J'ai le dernier des Juifs de Noé Debré que j'avais adoré. Parce que c'est pour ça aussi, c'est un peu le côté humour juif américain et tout. Et pareil pour Heureux Gagnant, qui était vraiment une excellente surprise. Qui était vachement bien. Mais c'était trop bien. Enfin, j'ai adoré. J'ai bien aimé La Roy. La Roy, c'est un film indépendant américain qui se passe dans le Texas, un peu glauque, qui ressemble. C'est sorti il y a 6 mois ou cet été. La Roy, un truc qui ressemble beaucoup à l'humour des frères Cohen. J'ai oublié le nom du réal. J'ai bien aimé Nous les Leroy, pareil aussi, parce que il y a le côté un peu de Judd Apatow. J'aime bien Flaubert, enfin je le connais pas personnellement, mais j'aime bien
J'aime bien son... voilà, on a les mêmes j'espère rêves. viendra bientôt justement dans le podcast pour nous parler de l'expérience qu'il est en train de faire avec Evil Dead. Donc je relance un appel à Robert que j'ai contacté. Aussi, je le connais pas, mais voilà, j'ai l'impression qu'on a les mêmes rêves, les mêmes. Donc à chaque fois que je l'écoute parler, j'ai l'impression de me retrouver aussi. Donc il me connaît pas et je le connais pas, mais enfin je le connais pas personnellement. Mais donc voilà, j'avais bien aimé Borgo, le film qui se passe en Corse là avec pas Anaïs Desmoustiers, avec Assia Herzi, qui est vraiment très très bien avec Michel Faux et Assia Herzi, qui est quand même vraiment très très bien ce film. J'ai bien aimé Vice Versa 2, mais j'ai été un peu déçu quand même par rapport au 1. Pareil, je l'ai noté en provisoire. Et si, en fait, mon dernier coup de cœur, en fait, c'est Le Comte de Monte Cristo. Parce que en fait, c'est le cinéma que je veux faire, parce que Pierre Ninet, c'est notre DiCaprio français, parce qu'on dirait Batman et que j'adore Batman, parce que ça a la putain de gueule à l'écran. Que ça envoie, qu'on se fait pas chier et que c'est trop bien. Franchement, il est trop bien et c'est tellement mérité. Je sais pas s'ils vont arriver à 10 millions, mais en tout cas, ils sont à 9 millions 2. Ouais, ils étaient à 9 millions 2 avec, et ils ont repris 10% de spectateurs en plus cette semaine avec le début des vacances, qui est un truc de fou. Enfin, c'est un peu comme toi avec un petit truc en plus, quoi. C'est-à-dire que t'as une continuité sur la fin. 18e semaine, ils sont encore à plus de 100 000. Et franchement, le boulot là qu'a fait, parce qu'il y avait, peut-être ce qu'on pouvait reprocher aux Mousquetaires, c'est qu'il n'y avait pas forcément, c'est eux qui l'ont écrit, mais il n'y avait pas de point de vue nouveau. En fait, ils ont vraiment adapté de manière très linéaire les Mousquetaires, alors que là, il y a un vrai point de vue d'auteur, il y a un vrai point de vue de réal. Moi, j'ai vu qu'une fois, mais putain, j'ai dit à tout le monde d'aller voir, enfin comme plein de gens, mais il y avait plein de gens qui disaient, et tu vois bien que si ça fait 9 millions, c'est parce que tout le monde a dit ouais, vraiment, vas-y, parce que c'est vraiment très 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 bien. Et franchement, c'est vraiment très 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 bien. Eh ben carrément. Super. Eh ben écoute, Milan, un grand merci d'avoir partagé cette un peu plus d'heure et demie avec nous. Comme d'habitude, j'espère que vous qui écoutez le podcast, vous avez pris les petits tips dont vous aurez peut-être besoin pour votre progression. Si vous êtes professionnel, peut-être des choses qui vont vous faire avancer sur l'écriture. En tout cas, merci de t'être confié sans filtre à nous, Milan. Eh ben merci à vous. Merci beaucoup. Très sympa. Et on vous dit tout ça très vite pour de nouveaux épisodes de Séquence. Merci Milan, merci à tous. À une prochaine. Salut, bye bye.